Mon mari travaillait à l'étranger depuis 3 ans. Quand il est revenu, il a ramené sa maîtresse et leur enfant de 2 ans, il a exigé que j'accepte la situation. Je suis restée silencieuse, je lui ai tendu les papiers du divorce et je suis partie avec tout. Son mari est revenu après 3 ans à l'étranger, amenant avec lui sa maîtresse et un enfant. Elle lui a tendu silencieusement les papiers du divorce et est partie avec sa fortune secrète. Pendant 3 ans d'attente, Ava croyait qu'il reviendrait, couvert de gloire. Mais le jour où Ethan Thorne est arrivé, ce fut pour amener sa maîtresse et son enfant dans la maison dont ils avaient autrefois rêvé ensemble. Elle n'a pas pleuré. Elle ne lui a rien reproché. Elle a simplement posé une demande de divorce et l'acte de propriété de l'appartement sur la table. Personne ne savait que la femme qu'il critiquait pour n'être qu'une femme entretenue était en réalité la mystérieuse fondatrice de Crimson Thread, une marque de haute couture de luxe. Elle possédait une fortune capable de secouer toute la ville de New York. La nuit où il l'a trahi fut aussi la nuit de sa renaissance, abandonnant le passé avec un sourire serein et une richesse que le monde entier admirerait. Ava Sterling regarda l'horloge sur le mur. Il était 19 heures. L'arôme de côte de bœuf braisée avec une réduction au vin rouge, le plat préféré d'Ethan, imprégnait l'appartement. Sur la table, un bol de chaudrée de palourde crémeuse fumait encore. À côté, un sauté de brocoli à l'ail et au prosciutto croustillant, parfaitement présenté. Tout était parfait, comme l'amour qu'elle avait minutieusement cultivé pendant des années, 3 ans, 1095 jours depuis qu'Ethan était parti pour San Francisco pour poursuivre ce qu'il appelait « le projet du siècle », et 1095 nuits où elle avait attendu seule dans ce spacieux appartement ses appels téléphoniques précipités. Il disait que ce projet serait le tremplin qui lui permettrait de devenir l'architecte associé principal le plus prestigieux de New York, afin qu'elle puisse vivre une vie d'opulence sans souci. Elle l'avait cru, tout comme elle avait toujours cru en leur amour depuis leurs années d'université. Elle se leva et se dirigea vers la grande fenêtre, contemplant le trafic animé de Park Avenue. Les néons se reflétaient sur son visage délicat, un visage qui montrait de subtils signes de fatigue dus à l'attente, mais qui ne pouvait cacher sa tendresse. Durant ces 3 années, elle avait pris l'habitude de tout faire seule, réparer les fuites, changer les ampoules, aller seule à l'hôpital quand elle était malade. Elle était passée d'une jeune femme choyée à une femme farouchement indépendante. Mais au fond de son cœur, elle aspirait encore à la chaleur de son étreinte. Aujourd'hui, il rentrait à la maison. Une semaine plus tôt, il l'avait appelé d'un ton inhabituellement joyeux pour lui annoncer que le projet s'était achevé avec un succès retentissant, qu'il serait promu et transféré au siège. « Je rentre à la maison. » Ces 3 simples mots avaient fait trembler son cœur. Elle avait passé une semaine à nettoyer la maison, à laver à la main toute la literie, et aujourd'hui, elle avait passé tout l'après-midi dans la cuisine à préparer ses plats préférés. La sonnette retentit, interrompant ses pensées. Son cœur rata un battement. C'était lui. Elle prit une profonde inspiration, essayant de contenir l'émotion qui la submergeait, et se dépêcha d'ouvrir la porte. Elle voulait l'accueillir avec son plus radieux sourire, avec la plus chaleureuse des étreintes. La porte s'ouvrit. Ethan se tenait là, avec sa haute stature et son visage anguleux familier, mais le regard qu'il lui lança était étrange, fuyant. Il portait un costume coûteux, paraissant beaucoup plus mûr et prospère qu'il y a 3 ans. Mais l'attention d'Ava ne s'attarda pas longtemps sur lui car juste derrière lui se tenait une autre femme, une femme au visage ovale et aux grands yeux ronds, à l'apparence fragile et pitoyable. Elle portait une robe blanche immaculée. Et ce qui laissa Ava pétrifiée, c'est que dans les bras de cette femme se trouvait un petit enfant. Le garçon, âgé d'environ 2 ans, dormait paisiblement, et ses traits présentaient une ressemblance étonnante avec ceux d'Ethan. Le temps sembla s'arrêter. L'atmosphère chaleureuse de la maison devint instantanément glaciale. Même l'arôme délicieux de la nourriture ne pouvait masquer l'odeur de trahison qui imprégnait maintenant l'air. Ethan s'éclaircit la gorge, brisant le silence oppressant. Il entra dans la maison sans la regarder directement dans les yeux. « Ava, voici Chelsea Miller et voici Jake. Mon fils. » Ava ne dit rien. Son regard passa du visage de l'étrangère à l'enfant endormi. « Mon fils. » 4 mots qui furent comme 4 poignards plongeant dans son cœur. 3 ans d'attente en échange d'une autre femme et d'un enfant secret. Chelsea baissa la tête, sa voix tremblante et chargée d'une prétendue culpabilité. « Madame Sterling, je suis désolé. Je ne voulais pas détruire votre famille. » Ethan fronça les sourcils et tira Chelsea derrière lui dans un geste protecteur. « Tu n'as pas à t'excuser. La faute est mienne, Ava. Je sais que c'est soudain,
Mais Chelsea a beaucoup sacrifié pour moi pendant ces 3 ans à San Francisco. C'est elle qui a compris et soutenu ma carrière, et l'enfant doit être reconnu. À partir de maintenant, ils vivront ici. J'espère que tu pourras me comprendre. Il prononça un long discours où chaque mot était une excuse pour lui-même et une annulation complète de ses sacrifices. Il s'attendait à ce qu'elle comprenne. Il pensait qu'elle pleurerait, ferait une scène ou serait jalouse comme n'importe quelle autre femme. Mais Ava ne fit rien de tout cela. Son sang-froid déconcerta Ethan. Il n'y eut ni larmes, ni reproches. Elle le regarda simplement en silence avec un regard aussi profond et serein qu'un lac d'automne. Ce regard fit sentir Ethan coupable tandis que Chelsea serrait inconsciemment l'enfant dans ses bras. Puis Ava se retourna lentement et se dirigea vers la chambre. Ethan et Chelsea se regardèrent et un éclair de triomphe mêlé de dédain apparut dans leurs yeux. Ils croyaient qu'elle avait accepté son sort, qu'une simple femme au foyer sans emploi n'avait d'autre choix que de subir. Mais ils avaient tort. Quelques minutes plus tard, Ava sortit. Dans ses mains, elle ne portait ni couteau ni valise, mais un dossier bleu. Elle s'approcha de la table basse et le posa doucement. Sa voix, claire et froide, résonna dans le silence. Voici la demande de divorce. Je l'ai déjà signée. Elle leva les yeux et regarda fixement le visage stupéfait d'Ethan avant de prononcer une dernière phrase, en articulant chaque syllabe. Signe-la et sors de ma maison. Le silence envahit le salon. Ethan fixa intensément le dossier sur la table, puis le visage inexpressif d'Ava, comme s'il essayait de comprendre s'il avait bien entendu « sors de ma maison ». Une vague de colère remplaça sa stupeur initiale. Il sentit sa fierté masculine bafouée. « Ava, à quel jeu joues-tu » lança-t-il, son ton mêlant rage et moquerie. « Pour qui te prends-tu pour me mettre dehors ? Regarde-toi. Tu es resté à la maison pendant 3 ans à ne rien faire. Tout dans cette maison, du cure-dent au canapé, cette vie luxueuse, je l'ai gagnée à la sueur de mon front. Le divorce. Comment vas-tu vivre ? Ces mots heurtèrent les souvenirs d'Ava, lui faisant revivre des images du passé. Ce jour-là, sous les arbres ombragés du campus universitaire, le jeune Ethan dans sa chemise blanche lui avait pris la main et, les yeux brillants d'illusion, lui avait dit « Ava, un jour, je serai un grand architecte. Je te construirai la plus belle maison du monde, et nous aurons une famille heureuse. » Ava était alors la star de l'école de design de mode. Ses créations laissaient les professeurs sans voix. Elle avait un avenir prometteur. Les grandes entreprises se la disputaient avant même l'obtention de son diplôme. Mais pour la promesse d'Ethan, pour l'amour qu'elle lui portait, elle a tout abandonné. Elle a rejeté des offres alléchantes et a accepté de rester en retrait, devenant son soutien inconditionnel pour qu'il puisse se concentrer sur sa carrière. Elle croyait que son sacrifice en valait la peine. Le jour où on lui a offert le poste à San Francisco, il l'a serré fort dans ses bras et a promis « Attends-moi, juste 3 ans, seulement 3. Quand je reviendrai, je te rattraperai tout ça. » La première année, il l'appelait tous les jours, lui parlant des difficultés et des pressions d'être dans une nouvelle ville. Elle l'écoutait patiemment, le réconfortait et l'encourageait. La deuxième année, les appels se sont espacés à quelques-uns par semaine. Il disait qu'il était trop occupé, que les réunions s'éternisaient jusqu'à l'aube et qu'il ne voulait pas la réveiller. À la place, il a commencé à lui envoyer des cadeaux coûteux, des sacs à main de créateurs, des bijoux en diamant. Mais Ava ne les a jamais utilisés. Ce dont elle avait besoin, c'était de son attention, pas d'objets inanimés. La troisième année, les appels se comptaient sur les doigts d'une main, chacun ne contenant que quelques questions superficielles. Sa voix devenait de plus en plus distante. L'intuition féminine lui disait que quelque chose n'allait pas. Elle s'était bercée d'illusions en pensant qu'il était simplement trop concentré sur son travail, mais au fond d'elle, une fissure avait commencé à s'ouvrir dans son cœur. Elle avait envisagé le pire des scénarios et cette demande de divorce était sa préparation pour ce jour. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que cela arriverait d'une manière si cruelle et effrontée. Le torrent de souvenirs s'arrêta. Ava revint à la réalité et regarda l'homme en face d'elle, celui qu'elle avait autrefois aimé de toute son âme. Il n'y avait plus de douleur dans son regard, seulement une légère ironie. Elle ne discuta pas d'argent avec lui. Les mots étaient désormais superflus. Elle se dirigea silencieusement vers une commode en bois dans un coin du salon. Elle ouvrit un tiroir et en sortit un autre dossier protégé par du plastique. Elle revint et le posa sur la demande de divorce. « Tu as raison » dit-elle avec le même calme. « Tout dans cette maison a été acheté avec de l'argent,
mais pas le tien. Ethan fronça les sourcils, confus. Quelle bêtise racontes-tu? Ava ne répondit pas. Elle poussa simplement le dossier vers lui avec son long doigt fin. Ouvre-le et vois. Ethan, sceptique mais curieux, le prit. À l'intérieur se trouvait un document légèrement jauni par le temps. En lisant l'entête, ses pupilles se contractèrent. C'était l'acte de propriété. L'adresse indiquée était celle de cet appartement même, mais ce qui le laissa sans voix, c'était le nom du propriétaire. Il n'y en avait qu'un, clairement imprimé, Ava Sterling. Et dans le coin inférieur, la date d'enregistrement. 15 juin, il y a 7 ans. La veille de leur mariage. Ethan se tenait raide comme une statue. Cet appartement, dont il avait toujours été fier comme étant le fruit de ses efforts, dont il se vantait auprès de ses amis, la base sur laquelle il exigeait sa soumission, était sa propriété depuis avant le mariage. Légalement, c'était un bien propre. Il n'avait aucun droit dessus. Il leva brusquement la tête, la regardant avec incrédulité. Toute l'arrogance, la colère et l'autosatisfaction disparurent de son visage, ne laissant que la stupéfaction et le choc absolu. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais sa gorge semblait serrée par une main invisible. Il ne put émettre un seul son. La pièce tomba dans un silence de mort. L'acte de propriété reposait sur la table comme une accusation silencieuse de l'arrogance d'Ethan. Son visage passa du blanc au vert. La confusion et l'humiliation étaient évidentes dans son regard. À ce moment, Chelsea, qui était restée silencieuse derrière Ethan, éclata en sanglots. Ses larmes roulaient sur ses joues. Ses sanglots pathétiques brisèrent l'atmosphère tendue. Elle s'avança, regardant Ava avec des yeux remplis de larmes. « Madame Sterling, je sais que tout est de ma faute. Je ne demande pas votre pardon, ni ne veux détruire votre famille. J'espère seulement que mon fils Jake, il est innocent. Il a besoin de son père. Nous ne demandons qu'un petit coin dans cette maison pour prendre soin de lui. Je n'ai besoin d'aucune reconnaissance officielle. Je vous en supplie, ayez pitié de l'enfant. » La performance était impeccable. Chaque mot, chaque geste distillait une vulnérabilité calculée, comme si elle était la plus grande victime. Ethan, comme sortant d'une transe, utilisa le drame de Chelsea comme excuse pour retrouver son sang-froid et déchaîner sa fureur. Il la repoussa brusquement et cria à Ava d'une voix condescendante, « Ava, ne sois pas si cruelle. Vois, Chelsea est incroyablement humble. Elle demande juste une place pour mon fils. Dois-tu vraiment être si impitoyable? Ne pense pas que parce que tu possèdes cet appartement, tu as tout. Quand nous divorcerons, de quoi vivras-tu? Une femme sans emploi qui depuis des années ne sait que cuisiner et faire le ménage. Penses-tu que la vie dehors est facile? Sans mon aide financière, tu n'auras même pas d'argent pour 3 repas par jour. » Sa fierté blessée rendit ses paroles de plus en plus blessantes. Il avait complètement oublié les années de mariage. Il ne restait que du mépris pour la femme qu'il croyait dépendante de lui. Ava n'était pas en colère. Elle trouvait cela ridicule. Lentement, elle leva les yeux. Son regard, aussi tranchant qu'un couteau, balaya le visage indigné d'Ethan et s'arrêta sur la sanglotante Chelsea. Sans dire un mot, elle se retourna et se dirigea vers la chambre qu'ils partageaient. Ethan pensa que ses paroles l'avaient blessée et qu'elle allait pleurer. Un sourire froid apparut sur ses lèvres, mais une fois de plus, il se trompait. Ava ouvrit le grand placard, montrant le côté gauche où pendaient quelques-uns de ses vêtements. Ils étaient tous de couleur neutre, de coupe simple, de tissus ordinaires, certains même usés. Leur valeur totale ne couvrait probablement pas le coût d'un des dîners d'Ethan dans un restaurant de luxe. Puis elle ouvrit brusquement le côté droit. Un monde complètement différent apparut. Des dizaines de costumes de créateurs, des chemises parfaitement repassées, des cravates en soie de toutes les couleurs méticuleusement rangées. En bas, des chaussures en cuir brillant et une boîte avec plusieurs montres en édition limitée qui brillaient. Toute sa garde-robe sentait l'argent et le luxe. Ava se retourna et le regarda droit dans les yeux. Sa voix n'était pas forte, mais chaque mot était comme un coup de marteau sur sa poitrine. Ethan, en 3 ans, à part l'argent pour les dépenses de base que tu m'as envoyées chaque mois, je n'ai pas dépensé un seul de tes centimes pour moi. Regarde mes vêtements. Vois-tu quelque chose de valeur? Et toi ces costumes, ces montres qui te les a achetés avec ton argent? Je n'ai pas le droit de demander, mais de quel droit me parles-tu de finances? Ces paroles le laissèrent sans voix,
le visage rouge de rage et de honte. C'était vrai. Il lui envoyait toujours un montant fixe, à peine suffisant pour les factures et les courses de base. Pendant ce temps, il gaspillait de l'argent en produits de luxe pour construire son image d'architecte à succès. Il n'avait jamais pensé qu'Ava le remarquerait. Juste à ce moment-là, son téléphone sonna. Il le saisit comme si c'était une bouée de sauvetage. C'était sa mère. Dès qu'il répondit, la voix stridente de la femme retentit. « Ethan, mon fils, j'ai entendu dire que tu es de retour. Cette Ava te rend les choses difficiles. Mon fils, c'est normal pour un homme d'avoir ses aventures. En tant qu'épouse, elle devrait être plus compréhensive pour le bien de tous. Dis-lui que si elle se comporte bien, la famille Thorne ne la traitera pas mal. Après tout, cet enfant est mon petit-fils. » Avant qu'il ne puisse répondre, Ava lui arracha le téléphone. Elle le porta à son oreille. Sa voix était glaciale. « Madame Thorne, ne vous inquiétez pas. Votre précieux fils et votre petit-fils, je n'ai besoin d'aucun des deux. Nous réglerons nos affaires nous-mêmes. » Sur ce, sans attendre de réponse, elle raccrocha brusquement. Elle lui rejeta le téléphone. Son regard ne contenait plus la moindre trace d'affection. L'atmosphère dans l'appartement devint dense, presque irrespirable. L'appel de sa belle-mère fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase de la patience d'Ava. Elle ne voulait pas perdre une seconde de plus dans cet endroit avec ces gens. Elle sortit son propre mobile et composa un numéro familier. Cabinet d'avocat Kara Reed. « Bonjour, Kara. »« C'est moi, Ava Sterling, » dit Ava brièvement d'un ton calme qui n'admettait aucune discussion. « Signifiez les papiers à Ethan Thorne. Lancez toutes les procédures le plus rapidement possible. »« Compris. »« Compris, » répondit la voix à l'autre bout du fil. L'appel se termina rapidement. Ava rangea son téléphone et, sans daigner regarder les deux silhouettes pétrifiées dans le salon, se dirigea directement vers la chambre. On entendit le bruit d'une valise qui s'ouvre et de tiroirs qui se ferment. Ethan et Chelsea se regardèrent. Chelsea, l'air inquiet, tira la manche d'Ethan. Ethan, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle fait son cinéma, renifla Ethan, reprenant confiance. Que peut-elle faire d'autre? Elle ne fait que menacer. Je ne crois pas qu'elle parte vraiment. Si elle quitte cet endroit, où irait-elle? Chez des amis ou retourner dans sa ville natale? Une femme habituée à bien vivre, dès qu'elle passera quelques jours dans la difficulté, elle reviendra en rampant et en suppliant. Chelsea trouva cela logique. Son regard vers la chambre se remplit d'une lueur de suffisance et de dédain. C'est vrai, une femme au foyer de tant d'années sans argent ni pouvoir. Combien de temps pourrait-elle maintenir cette façade de dureté? Quelques instants plus tard, Ava sortit de la chambre, tirant une petite valise. C'était un bagage à main de 20 pouces et il semblait très léger. Elle avait changé de vêtements. Elle portait un simple jean et un t-shirt blanc, ses longs cheveux attachés en une queue de cheval. Elle ne ressemblait pas à une femme que son mari venait de trahir, mais à une étudiante se préparant pour un court voyage. Elle ne prit rien qui appartenait à Ethan, pas même les bijoux coûteux qu'il lui avait envoyés. Elle n'emportait que ce qui était vraiment à elle. Elle traîna la valise directement jusqu'à la porte sans même jeter un regard en arrière. Le somptueux dîner était encore chaud sur la table, mais pour elle à ce moment-là, ce n'était rien de plus qu'une moquerie amère. Lorsque sa main se posa sur la poignée de la porte, Ethan dit avec un air de supériorité, « Réfléchis bien. Quand ta crise de colère sera passée et que tu auras réfléchi, reviens. Je te donnerai encore une chance. » Ava ne répondit pas. Seul un léger sourire, presque imperceptible, joua sur ses lèvres. Une chance. Il ne comprenait toujours pas que celui qui avait besoin d'une chance n'était pas elle. Clic, la porte se referma, séparant deux mondes. À l'intérieur, Ethan et Chelsea se regardèrent et sourirent. Ils croyaient que le drame était terminé et qu'ils étaient les vainqueurs. Dehors, Ava entra dans l'ascenseur, le dos droit, sans la moindre hésitation. Lorsque l'ascenseur atteignit le rez-de-chaussée, elle sortit de l'immeuble de luxe où elle avait vécu pendant des années. Le vent nocturne de New York soufflait, apportant avec lui une légère fraîcheur. Elle n'appela pas de taxi ni ne se dirigea vers l'arrêt de bus. Elle resta simplement debout, en silence, au bord du trottoir. Moins d'une minute plus tard, une Bentley noire s'arrêta silencieusement juste devant elle. La porte arrière s'ouvrit et un chauffeur en uniforme impeccable sortit et s'inclina respectueusement.
Mademoiselle Ava, veuillez monter dans la voiture. Le chauffeur prit la petite valise de sa main et la plaça soigneusement dans le coffre. Ava ne dit rien, hocha simplement légèrement la tête et s'installa sur la luxueuse banquette arrière. La portière de la voiture se referma doucement, l'isolant du monde extérieur bruyant. La voiture glissa silencieusement, se fondant dans le trafic dense. Elle ne se dirigea ni vers le centre-ville ni vers les quartiers résidentiels modestes. Elle tourna dans une rue bordée d'arbres en direction de l'Upper East Side, le quartier des manoirs le plus exclusif et le plus cher de New York, où chaque pied carré valait son pesant d'or. Finalement, la voiture s'arrêta devant le portail d'un manoir de style européen classique. Le portail en fer forgé ouvragé s'ouvrit automatiquement et la voiture entra dans une cour avec un jardin méticuleusement entretenu. Ava sortit de la voiture et prit une profonde inspiration d'air frais. C'était sa vraie maison. La lourde porte en bois du manoir s'ouvrit. Une gouvernante âgée l'attendait déjà. « Bienvenue à la maison, mademoiselle », dit-elle avec un sourire aimable. Ce n'était pas seulement la maison d'Ava Sterling, mais aussi son atelier. Le lieu où naissaient des œuvres d'art inestimables. Le refuge secret du nom qui faisait trembler le monde de la mode et de l'art. Crimson Thread. 3 jours après le départ d'Ava, Ethan reçut une enveloppe du tribunal. Il l'ouvrit brutalement, jeta un coup d'œil à l'assignation et à la demande de divorce officielle envoyée par l'avocat, et un sourire moqueur se dessina sur ses lèvres. Il pensait qu'Ava était simplement en colère et qu'après quelques jours de difficultés, elle reviendrait d'elle-même. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle prenne les choses si au sérieux au point d'engager un avocat. Et alors? Une femme au foyer depuis tant d'années sans source de revenus, avec quoi allait-elle se battre contre lui? Au mieux, il lui donnerait une petite pension alimentaire par charité et réglerait rapidement l'affaire. Avec cette attitude supérieure, Ethan appela son avocat, un certain monsieur Wallace, spécialiste des divorces. Il l'informa avec confiance qu'il assisterait à la première réunion pour voir quel tour son ex-femme allait jouer. Le cabinet d'avocat Carrarid se trouvait au 35e étage d'un gratte-ciel au cœur du quartier financier. Le verre brillant et l'intérieur minimaliste mais luxueux dégageaient une atmosphère de professionnalisme et d'exclusivité. Ethan et son avocat entrèrent. Le luxe de l'endroit renforça sa conviction qu'Ava n'avait fait qu'emprunter de l'argent pour sauver les apparences. Dans la salle de réunion, une femme d'une trentaine d'années les attendait déjà. Elle portait un costume gris parfaitement taillé, ses cheveux tirés en un chignon soigné, un maquillage léger, mais un regard incroyablement perçant. C'était Cara Reed, l'avocate d'Ava Sterling. Cara hocha la tête courtoisement. Elle les invita à s'asseoir sans un mot de plus. L'avocat Wallace prit la parole d'un ton quelque peu condescendant. « Mademoiselle Reed, nous avons reçu la requête de Madame Sterling. Mon client, Monsieur Thorne, attache une grande importance aux liens affectifs. Il ne veut pas que les choses s'enveniment. Quant à la division des biens, nous savons tous deux que Madame Sterling n'a pas travaillé depuis des années et que toutes ses dépenses dépendaient de Monsieur Thorne. En considération des années de mariage, M. Thorne accepte de lui verser une pension suffisante pour qu'elle puisse louer un appartement et trouver un nouvel emploi. » Cara Reed écouta en silence, tapotant ses longs doigts sur la table. Quand l'avocat Wallace eut terminé, elle parla calmement. « Monsieur Wallace, je crois qu'il y a un malentendu. Ma cliente, Madame Sterling, ne demande aucune pension alimentaire de la part de Monsieur Thorne. » Wallace et Ethan échangèrent des regards de surprise et de moquerie. Pas de pension alimentaire. Comptait-elle partir les mains vides? Cara poursuivit d'une voix ferme. Nos exigences sont très simples. Premièrement, un divorce immédiat basé sur les preuves de l'adultère de Monsieur Thorne, qui sont irréfutables. Elle fit glisser un dossier de photos vers eux. Les photos montraient Ethan et Chelsea dans des situations intimes à San Francisco. Il y avait même des photos d'eux avec le petit Jake entrant et sortant d'un complexe d'appartements de luxe. Le visage d'Ethan changea légèrement. Il ne s'attendait pas à ce qu'Ava ait cela. Deuxièmement, poursuivit Cara, concernant les biens. L'appartement de la 5e avenue est un bien propre de ma cliente, acquis avant le mariage, il n'y a donc rien à discuter. Cependant, pendant le mariage, les revenus de Monsieur Thorne sont considérés comme des biens matrimoniaux. Nous exigeons une division équitable conformément à la loi. L'avocat Wallace laissa échapper un rire. Mademoiselle Reed, vous plaisantez, n'est-ce pas? Les revenus de Monsieur Thorne sont en effet des biens matrimoniaux, mais Madame Sterling a également vécu de cet argent pendant des années. S'il est divisé en deux, il ne lui restera pas grand-chose. Madame Sterling devrait être plus réaliste.
Accepter une pension alimentaire est plus avantageux pour elle. Ethan se pencha en arrière dans sa chaise, les bras croisés avec une expression de triomphe. Il regarda Kara avec amusement, attendant de voir comment elle continuerait cette farce. Kara ne s'y a pas. Elle regarda directement l'avocat Wallace, un sourire presque imperceptible jouant sur ses lèvres. Alors parlons de manière réaliste. Elle se pencha pour ouvrir la mallette à côté d'elle et en sortit un autre dossier, beaucoup plus épais que celui des photos. Elle le posa doucement sur la table et le poussa vers Ethan. Monsieur Thorne, vous dites que ma cliente dépendait de vous pour vivre, n'est-ce pas? Alors, s'il vous plaît, jetez un coup d'œil à ceci. Ethan fronça les sourcils et prit le dossier avec curiosité. La première page était un relevé bancaire. Ses yeux parcoururent rapidement les chiffres jusqu'à ce qu'ils atteignent le solde final. Le nombre n'était pas long, mais il fit instantanément contracter ses pupilles. 8-0. Il tourna rapidement la page. C'était un autre relevé bancaire, un autre chiffre astronomique. Il continua de tourner les pages. Ses mains se mirent à trembler. Relevé de carte de crédit, investissement en obligations, actions. Chaque page était un coup visuel. Mais ce n'était pas tout. En dessous se trouvait une série d'actes de propriété, un duplex à Greenwich Village, un espace commercial à Soho, même une villa dans les Hamptons, tous au nom d'Ava Sterling. Finalement, ce qui le détruisit complètement fut un document sur la propriété d'une entreprise. Ava Sterling possédait 70% d'une société appelée Crimson Trade. Crimson Trade, le nom lui semblait familier. Il avait entendu les épouses de ses associés en parler. Une marque de haute couture spécialisée dans des produits en soie brodés à la main extrêmement chers et difficiles à obtenir, un symbole de la haute société. La pièce tomba dans un silence absolu. L'avocat Wallace à côté de lui était également pétrifié, la bouche ouverte. Ethan sentit le sang se glacer dans ses veines. Sa respiration devint agitée. Il leva les yeux vers Kara avec un regard d'incrédulité mêlé de stupéfaction, de rage et d'une peur profonde et invisible. La femme qu'il avait toujours méprisée, celle qu'il croyait ne savoir que cuisiner et faire le ménage, celle qu'il était convaincu ne pouvait pas vivre sans lui, était un magnate dans l'ombre. Le retournement de situation était si soudain, si brutal qu'il le prit complètement au dépourvu. Pendant qu'Ethan subissait un tremblement de terre psychologique dans le cabinet d'avocat, Ava se trouvait dans un monde complètement différent. Son manoir classique n'était pas seulement un lieu de vie. Les deuxième et troisième étages avaient été transformés en un atelier de design et d'artisanat exquis. Ici, il n'y avait pas d'odeur d'huile de cuisson, mais l'arôme subtil du bois de santal et le parfum caractéristique des soies de la plus haute qualité. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les grandes portes-fenêtres, illuminant des étagères empilées de fils à broder de toutes les couleurs, brillant comme un arc-en-ciel. Ava ne portait plus de simples vêtements de femme au foyer. Elle portait une élégante robe de soie de créateur bleu fumé, le tissu doux épousant sa silhouette élancée mais galbée. Ses longs cheveux étaient attachés nonchalamment avec une épingle en bois, exposant son cou fin et élégant. Elle ne portait pas de maquillage élaboré, mais l'aura qu'elle dégageait était captivante. C'était un mélange de l'élégance classique d'une artiste et de la confiance et de la détermination d'une dirigeante. Elle se tenait devant un grand cadre de broderie, ses mains se déplaçant avec agilité, guidant l'aiguille sur un fond de soie noire. Sous ses doigts, un phénix de feu prenait forme. Chaque plume paraissait incroyablement réelle, rayonnant d'un éclat doré. Sa concentration faisait que tout autour d'elle semblait s'arrêter. Une jeune femme, son assistante nommée Anna, entra silencieusement avec une tablette à la main. Ava, désolé de vous interrompre, mais une proposition de collaboration très importante vient d'arriver. Anna n'osait pas l'appeler directrice ou patronne. Tout le monde ici l'appelait respectueusement Ava, une adresse proche qui maintenait tout de même la révérence due. Ava arrêta sa main, mais ses yeux ne quittèrent pas l'œuvre. De qui? Du groupe Sterling, l'un des principaux conglomérats d'investissement immobilier de luxe et d'art. Ils disent que leur PDG, M. Richard Monroe, admire beaucoup les œuvres de Crimson Trade. Ava avait entendu parler du groupe Sterling. Ils étaient une force significative dans le monde des affaires de New York, connus pour leurs projets à forte composante artistique et leurs normes esthétiques extrêmement élevées. Anna poursuivit son rapport. Ils sont sur le point d'inaugurer un nouveau centre commercial et artistique appelé le Sterling Center. Ils espèrent inviter personnellement la fondatrice de Crimson Trade à collaborer à la conception d'un espace d'exposition d'art exclusif de broderie sur soie dans le hall principal.
Ils disent que ce sera l'élément le plus marquant de tout le projet. C'était une invitation d'un poids énorme. Le Sterling Center était censé devenir une nouvelle icône de New York. Si les œuvres de Crimson Thread étaient exposées dans un endroit aussi central, la renommée de la marque monterait en flèche. Ava réfléchit un instant. Au cours des 3 dernières années, pour consacrer du temps à sa petite famille, elle avait rejeté de nombreux grands projets, n'acceptant que des commandes privées pour maintenir l'atelier en activité. Elle s'était cachée derrière le nom de Crimson Thread si longtemps qu'elle avait presque oublié les grandes ambitions qu'elle avait eues autrefois. Maintenant, elle était libre, sans fardeau et sans attache. Il était peut-être temps que Crimson Thread brille vraiment. Elle se tourna vers Anna, son regard calme mais ferme. Dites-leur que nous acceptons la rencontre. Arrangez-moi un rendez-vous avec leur PDG, Monsieur Monroe. Anna hocha la tête joyeusement et se retira immédiatement pour exécuter l'ordre. Ava retourna au cadre, ses doigts caressant doucement les splendides plumes du phénix. Le phénix renaît de ses cendres. C'était peut-être aussi son destin. Le naufrage de son mariage ne l'avait pas détruite. Il l'avait seulement rendue plus forte et plus radieuse. Son regard se porta vers la fenêtre, vers les gratte-ciel de New York. Son avenir, et celui de Crimson Thread, commençait ici et maintenant. Après le départ d'Ava, Chelsea Miller put enfin entrer dans l'appartement en tant que nouvelle maîtresse de maison. Elle passa la première journée à visiter chaque pièce, effaçant méticuleusement toute trace de l'autre femme. Elle jeta le jeu de drap bleu pâle qu'Ava aimait et le remplaça par des draps rouges intenses provocateurs. Les petites plantes en pot délicates sur le balcon furent remplacées par d'ostentatoires bouquets de roses. Elle acheta même une série de peintures abstraites coûteuses pour les accrocher au mur, essayant d'imposer un style complètement différent, un style qui appartenait à Chelsea Miller. Chaque changement était soigneusement photographié et posté sur son profil Instagram en utilisant des phrases pleines de sous-entendus. À côté d'une photo d'un dîner romantique aux chandelles, elle écrivit « Le bonheur met parfois du temps à arriver, mais si c'est la bonne personne, l'attente en vaut la peine. » Sous une photo du petit Jake jouant sur le nouveau canapé, elle ajouta « Mon fils a enfin un foyer complet. » Là où il y a de l'amour, il y a un foyer. Chaque publication était comme une aiguille invisible calculée pour blesser le cœur d'Ava. Chelsea imaginait Ava quelque part, peut-être dans un appartement de location miteux, regardant ces images, le cœur brisé par la douleur et la jalousie. Elle espérait une réaction, une insulte, ou au moins un signe que son adversaire souffrait, mais elle fut déçue. Le profil d'Ava Sterling était complètement silencieux. Sa photo de profil était toujours celle d'un magnolia blanc. Sa dernière publication datait d'il y a 6 mois. Elle semblait s'être évaporée du monde virtuel, ignorant complètement les provocations de Chelsea. Ce silence donnait à Chelsea l'impression de frapper un sac de coton frustrant et inutile. Elle ne comprenait pas comment Ava pouvait être si calme. Pendant ce temps, dans le groupe WhatsApp des anciens élèves de l'université, son histoire était devenue le sujet de conversation le plus brûlant. Une amie surnommée Lazy Kitten fut la première à parler. « Les gars, vous avez entendu ? Ethan a ramené sa maîtresse et un fils à la maison. Ava est partie. Pauvre Ava. Tant d'années à se sacrifier pour lui pour finir comme ça. » Un autre, probablement un ami d'Ethan, vint à sa défense. Les affaires de cœur sont compliquées. Ethan était seul à San Francisco, travaillant dur pendant 3 ans. C'est normal qu'un homme loin de sa femme ait un moment de faiblesse. Quelqu'un rétorqua immédiatement. Un moment de faiblesse qui produit un enfant de 2 ans. Pour qui prend-il Ava? La discussion s'envenima. Certains plaignaient Ava. D'autres insinuaient qu'elle ne savait pas comment garder son mari. Une femme trop gentille et qui ne se consacre qu'à la maison est destinée à être abandonnée. À quel siècle vit-elle en dépendant d'un homme? Regardez-la maintenant. Elle doit passer un moment terrible. Chelsea lut chaque commentaire. Elle se sentait satisfaite quand il parlait en mal d'Ava, mais était en colère que beaucoup prennent encore son parti. La présence d'Ava, bien qu'absente, restait une ombre planant sur sa vie. Elle se tourna vers Ethan, qui était assis sur le canapé avec un froncement de sourcils, et dit d'une voix douce, « Chérie, pourquoi ne l'appelles-tu pas pour lui parler ?» Son silence m'inquiète. Mais Ethan, qui venait de rentrer du cabinet d'avocat, était de très mauvaise humeur. Il repoussa brusquement sa main. « Inquiète de quoi? Elle fait juste semblant d'être une martyre. Arrête de t'inquiéter pour elle. » Voyant l'attitude inhabituellement hostile d'Ethan, Chelsea n'osa plus rien dire. Elle dut ravaler sa frustration.
Elle ne savait pas que dans l'esprit d'Ethan, son existence et celle de l'enfant n'étaient plus importantes. Son esprit était complètement absorbé par l'immense et secrète fortune d'Ava Sterling. Pour Chelsea, le silence d'Ava était du mépris. Elle ne réalisait pas que c'était l'arme la plus puissante, car lorsque quelqu'un cesse de se soucier de vous, toutes les provocations deviennent inutiles. Ethan quitta le gratte-ciel dans un état de confusion totale. Les chiffres sur les relevés, les adresses des propriétés de luxe et les deux mots « Crimson Thread » dansaient sans cesse dans sa tête, créant un chaos inéluctable. En arrivant à l'appartement, il s'enferma dans son bureau, ignorant les coups d'une Chelsea inquiète à la porte. Sa première réaction ne fut pas le regret, mais une fureur aveugle. Tromperie. Tout n'est que tromperie, pensa-t-il en frappant la table. Ava Sterling, l'épouse docile et simple qu'il pensait avoir sous son contrôle, avait osé le tromper, construisant un empire dans son dos pendant des années. Il se sentait comme un clown, un idiot qui avait été manipulé sans s'en rendre compte. Sa fierté était brisée. Mais après la colère vint une confusion indescriptible. Comment a-t-elle fait? Où a-t-elle trouvé l'argent? Crimson Thread. Pourquoi n'en avait-elle jamais parlé? Il commença sa propre enquête frénétique. Il n'osait pas demander à ses associés ou à ses amis riches. Il avait honte. Admettre que sa femme, qu'il se vantait toujours de soutenir, était infiniment plus riche que lui, était une humiliation inacceptable. Il recourut à des méthodes plus anciennes. Il ouvrit son agenda et chercha les numéros d'anciens camarades de classe de l'université à qui il n'avait pas parlé depuis des années. Sous le prétexte d'organiser une réunion d'anciens élèves, il commença à poser des questions. Le premier appel fut pour l'ancien président de la promotion. Après les salutations obligatoires, il mentionna nonchalamment « Es-tu toujours en contact avec Ava Sterling? Je n'ai pas eu de ses nouvelles récemment. » Ava? L'autre hésita, « Mais vous êtes mariés, n'est-ce pas? » La dernière fois que je l'ai vue, c'était à la réunion il y a 5 ans. Toujours aussi belle, bien que plus silencieuse. Au fait, maintenant que j'y pense, tu as volé la déesse de toute la faculté. Ethan fronça les sourcils. Déesse? Le président de la promotion rit. Tu ne te souviens pas qui était Ava Sterling à l'époque? Le plus grand talent de l'école de design de mode. Son projet de fin d'études a remporté le prix national et a été exposé au musée. Les grandes entreprises se battaient pour l'embaucher, lui offrant un salaire dont nous, jeunes diplômés, ne pouvions même pas rêver. Nous pensions tous qu'elle deviendrait une grande créatrice, peut-être de renommée internationale, poursuivit l'ami. Et soudain, après avoir commencé à sortir avec toi, elle a tout rejeté. Elle a dit qu'elle voulait rester à la maison pour te soutenir. Nous nous sommes tous sentis terriblement mal pour elle. L'amour rend vraiment les gens aveugles. En raccrochant, Ethan était pétrifié dans sa chaise. Pour la première fois depuis de nombreuses années, un sentiment de culpabilité perça son cœur. Maintenant, il se souvenait. Il se souvenait de l'étincelle dans ses yeux quand elle parlait de ses rêves de design. Il se souvenait de sa confiance quand elle avait reçu le prix. Il avait promis de la soutenir, mais son propre égoïsme et son ambition avaient progressivement enterré son talent et ses aspirations. Il avait transformé un phénix radieux en un moineau commun dans une cage dorée qu'il avait lui-même créée. Mais ce sentiment de culpabilité ne dura que quelques secondes. Il fut rapidement éclipsé par une émotion plus forte et plus sombre, la cupidité et l'envie. Si elle était si talentueuse, il était compréhensible qu'elle ait gagné cette fortune elle-même. Mais pourquoi la lui avait-elle cachée? Une pensée malveillante se forma dans sa tête. Elle a gagné cette fortune pendant leur mariage. Peu importe comment elle l'avait fait, légalement, c'était un bien matrimonial. Elle lui avait caché des informations. Elle l'avait trompé. C'était elle qui avait tort. La mentalité d'Ethan changea complètement. Il n'était plus un mari infidèle qui voulait divorcer rapidement pour être avec sa nouvelle partenaire. Maintenant, il était une bête affamée, traquant une proie succulente. Chelsea et son fils passèrent au second plan. Son seul objectif était désormais de s'assurer une partie, voire la totalité, de l'empire secret d'Ava Sterling. Un mois plus tard, l'hôtel Plaza de New York brillait sous les lumières de la nuit. Des voitures de luxe défilaient devant l'entrée principale. La presse, les grands blogueurs de mode et de nombreuses personnalités influentes du monde des affaires et de l'art de la ville s'y étaient rassemblés. Toute l'attention était portée sur un seul événement, la présentation de la nouvelle collection de la marque Crimson Thread en collaboration avec le projet artistique du Sterling Center.
Jusqu'à présent, Crimson Thread avait toujours été un nom entouré de mystère. Ses produits n'avaient jamais eu besoin de publicité massive. Sa renommée se propageait de bouche à oreille parmi l'élite comme un trésor. On savait seulement que sa fondatrice était une maîtresse de la broderie sur soie, mais personne ne connaissait son visage ni sa véritable identité. Le fait que Crimson Thread ait décidé de collaborer avec un grand groupe pour la première fois et d'organiser une présentation publique avait provoqué un tremblement de terre dans le secteur. Dans l'ancien appartement, Ethan était assis sur le canapé avec un visage sombre. Chelsea essayait de calmer le petit Jake qui n'arrêtait pas de pleurer. L'atmosphère dans la maison était tendue. Le divorce n'avançait pas aussi vite qu'Ethan l'avait imaginé. L'avocate d'Ava, Cara Reed, était implacable, présentant des preuves et des arguments qui laissaient son camp complètement sur la défensive. L'enquête sur les biens d'Ava avait également abouti à une impasse. Tout était parfaitement blindé. Frustré, il alluma la télévision et commença à zapper. Soudain, il s'arrêta sur une chaîne financière qui diffusait un événement de mode en direct. Le titre à l'écran attira son attention. Présentation de la collection Phoenix renaissant par Crimson Thread et le groupe Sterling. Crimson Thread. Ces deux mots étaient comme une aiguille piquant son nerf le plus sensible. Il fixa intensément l'écran. La scène était exquise. L'éclairage magique. Les mannequins défilaient dans des tenues éblouissantes ornées de broderies à la main incroyablement détaillées, en particulier l'image d'un phénix de feu qui semblait brûler sur la soie noire. Il réalisa que ce n'était pas seulement des vêtements, c'était de l'art. Le spectacle se termina par un tonnerre d'applaudissements. Le présentateur monta sur scène, la voix pleine d'excitation. Et maintenant, mesdames et messieurs, le moment le plus attendu de la soirée. Accueillons la fondatrice, l'âme de la marque Crimson Thread, qui apparaît pour la première fois devant le public. Toutes les caméras se tournèrent vers le côté de la scène. Les lumières se concentrèrent sur un point. Le cœur d'Ethan se mit à battre étrangement. Lui aussi était curieux de savoir qui se cachait réellement derrière ce nom mystérieux. De l'obscurité émergea une silhouette élancée. Lorsque les lumières l'illuminèrent, toute la salle retint son souffle. La femme portait une robe en soie blanc argenté avec une branche de magnolia brodée en fil de soie chatoyant, exquise et éthérée. Ses cheveux étaient relevés en un chignon haut, révélant un visage délicat et serein qui dégageait une aura extraordinaire. Elle ne sourit pas radieusement. Elle se contenta de hocher légèrement la tête vers le public, mais ses yeux brillaient de confiance et de fierté. Ethan était pétrifié. Le verre qu'il tenait tomba de ses mains et se brisa sur le sol. Le bruit sec ne put le tirer de son état de choc. Chelsea se retourna, surprise, et avant qu'elle ne puisse le gronder, elle resta elle aussi sans voix en voyant l'image à la télévision. La femme qui était au sommet de la gloire, recevant des applaudissements d'admiration, celle acclamée comme un génie du design, était Ava Sterling. Elle n'était pas l'épouse simple et faible qu'ils avaient toujours méprisée. Elle était Crimson Thread. À ce moment, un homme élégant et beau monta sur scène. Il portait un costume parfaitement taillé avec un air de noblesse et d'assurance. C'était Richard Monroe, le PDG du groupe Sterling. Il se tint à côté d'Ava, lui dédiant un regard plein de respect et d'admiration. Ils se tenaient côte à côte, une artiste talentueuse et un magnate des affaires. Ils semblaient étrangement compatibles. Cette image vue à travers l'écran de télévision était comme la lame la plus aiguisée, arrachant le dernier vestige de fierté qu'il restait à Ethan. Le lendemain matin, Ethan se rendit en voiture au manoir où vivait Ava. Cette fois, son visage ne montrait ni colère ni mépris, mais un air hagard. Ses yeux étaient injectés de sang par manque de sommeil. Il avait préparé un nouveau scénario. Il sonna à la porte. La gouvernante, Madame Jenkins, ouvrit la porte et le regarda froidement. « Je suis désolé, mademoiselle Ava n'est pas à la maison. »« S'il vous plaît, madame, » dit Ethan d'une voix suppliante. « Dites simplement à Ava que je sais que j'ai eu tort. Je suis venu lui demander pardon. J'attendrai ici jusqu'à ce qu'elle me voie. » Et il resta vraiment là, devant le portail, sous le soleil du matin qui commençait à chauffer. Il croyait qu'Ava, aussi dure soit-elle, ne pourrait pas être assez cruelle pour laisser son ex-mari dehors sous la chaleur. Il sous-estimait Ava. Près d'une heure plus tard, le lourd portail en fer s'ouvrit, mais ce n'est pas Ava qui sortit pour l'accueillir, mais la gouvernante avec un verre d'eau. Elle laissa le verre sur un pilier du portail. Mademoiselle Ava dit que si Monsieur Thorne veut attendre, il doit attendre. Mais il ne devrait pas s'évanouir d'insolation devant sa maison,
car cela dérangerait les autres. Sur ce, elle se retourna et ferma le portail. Le visage d'Ethan devint violet de rage. Cette humiliation était pire que des insultes, mais il se retint. Il savait qu'il ne pouvait pas utiliser la force, seulement la ruse. Finalement, à midi, Ava accepta de le recevoir dans le salon. Elle s'assit sur un canapé simple avec une tasse de tisane à la camomille à la main, aussi calme que si elle recevait un invité inattendu. Dès qu'Ethan la vit, ses yeux s'empourprèrent. Il s'approcha rapidement avec l'intention de s'asseoir à côté d'elle, mais son regard froid l'arrêta. Il dut s'asseoir sur le canapé d'en face. Il commença sa performance d'une voix pleine de regret et de douleur. « Ava, je suis désolé. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Je sais que je suis un salaud qui t'a fait défaut. Tout ça, c'est parce que cette Chelsea Miller m'a ensorcelé. Ava, après tout, nous avons des années de mariage derrière nous. Pourrais-tu me donner une chance de réparer mes erreurs ?» Ava sirota un peu de thé sans rien dire, observant sa performance en silence. Voyant qu'elle ne réagissait pas, Ethan changea de sujet. « J'ai vu la présentation hier soir. Tu es incroyable, Ava. Je n'avais aucune idée que tu étais Crimson Thread. Tu as dû travailler très dur. Tu me l'as caché, aussi. Si j'avais su à quel point tu étais talentueuse et travailleuse, je ne t'aurais jamais traité comme ça. » Il commença à déformer la vérité. « T'es bien, ta marque, tout a été construit pendant que nous étions mariés, n'est-ce pas? Selon la loi, c'est considéré comme un bien matrimonial. Ava, ne divorçons pas. D'accord? Pour le bon vieux temps, retire la plainte. À partir de maintenant, je serai à tes côtés. Je t'aiderai à gérer l'entreprise, à faire grandir ta carrière ensemble. Nous construirons notre propre empire. » Finalement, sa vraie nature se révéla. Ce n'était pas du regret. Ce n'était pas de l'amour. C'était une cupidité sans fond pour son immense fortune. Ava posa doucement la tasse sur la table. Le léger bruit surprit Ethan. Elle leva les yeux et, pour la première fois depuis qu'il était entré, elle le regarda droit dans les yeux. Son regard était clair mais si perçant qu'il semblait voir à travers son âme. « Ethan, as-tu fini ?» dit-elle lentement, en articulant chaque mot. Elle se leva, alla à son bureau et en sortit un dossier. Premièrement, la marque Crimson Thread a été enregistrée, et la société fondée par moi avant notre mariage. C'est entièrement mon bien propre. Deuxièmement, pendant le mariage, tous les revenus de l'entreprise ont été canalisés vers un compte séparé géré par une fiducie indépendante. Mon avocate a tous les documents prouvant l'origine et la séparation de ces fonds. Cela n'a rien à voir avec tes prétendus biens matrimoniaux. Troisièmement, la demande de divorce. Je ne la retirerai jamais. Chacune de ces phrases était un coup dévastateur pour le plan d'Ethan. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si préparée, si méticuleuse, ne lui laissant aucune faille à exploiter. Ava se dirigea vers la porte et fit signe à la gouvernante, Madame Jenkins. Raccompagnez M. Thorne à la sortie et assurez-vous que cette personne n'entre plus jamais ici. Ethan était pétrifié au milieu du salon, regardant le dos froid d'Ava. L'effronterie sur son visage se transforma finalement en une panique et un désespoir réel. Il réalisa qu'il avait complètement perdu la partie. Quelques jours après la rencontre avec Richard Monroe, alors qu'Ava Sterling se concentrait sur les croquis pour le projet du Sterling Center, la gouvernante entra avec une expression quelque peu mal à l'aise. « Mademoiselle Ava, Madame Thorne, la mère de Monsieur Ethan Thorne, est à la porte et dit qu'elle veut vous voir. » Ava s'arrêta un instant, mais le trait de son crayon ne trembla pas. Elle avait anticipé que ce jour viendrait. Connaissant le caractère de son ex-belle-mère, et après que son identité en tant que Crimson Thread fut révélée, il était impossible pour elle de rester inactive. Elle posa le crayon. « Laissez-la entrer, dit-elle calmement. La gouvernante fut un peu surprise, mais obéit. Ava voulait régler toutes les affaires une bonne fois pour toutes. Madame Thorne fut conduite dans le salon. En contraste total avec son attitude arrogante et condescendante au téléphone l'autre jour, aujourd'hui, elle avait l'air complètement désemparée. Ses cheveux gris en désordre, ses yeux gonflés, ses vêtements froissés. Dès qu'elle vit Ava, elle se précipita vers elle les yeux remplis de larmes. « Ava, ce n'était pas moi. » Elle essaya de lui saisir la main, mais Ava recula habilement pour l'esquiver. Madame Thorne resta la main en l'air, maladroite, et essuya rapidement ses larmes pour commencer son mélodrame.
Ma fille, j'ai eu tort. Je suis vieille maintenant et je ne sais plus distinguer le bien du mal. Ces jours-ci, je n'ai pas pu manger ni dormir. Le remords me consume. Je suis venu te demander pardon. Ava s'assit silencieusement sur un canapé, lui faisant signe de s'asseoir dans le fauteuil d'en face, maintenant une distance de sécurité. Elle ne dit rien, attendant de voir jusqu'où irait sa performance. Voyant qu'Ava ne réagissait pas, Madame Thorne intensifia son drame. Elle commença à tout rejeter sur Chelsea Miller. C'est la faute de cette garce. Elle a séduit mon Ethan. Mon fils a toujours été un bon garçon qui aimait sa femme. C'est cette harpie qui l'a piégé en utilisant l'enfant pour le lier. C'est pour ça qu'il a fait cette erreur avec toi. Ma fille, tu es la meilleure épouse que la famille Thorne aurait pu avoir. Belle, gentille et si talentueuse. Je t'ai fait défaut. Mon fils t'a fait défaut. Elle pleura amèrement puis passa aux supplications. Ava, pour cette vieille femme, pour les années de mariage, pardonne-lui cette fois. Quel homme ne fait pas d'erreur? Si tu reviens, je te promets que je jetterai cette femme et son fils hors de la maison immédiatement. Je ferai en sorte qu'Ethan s'agenouille pour te demander pardon. Pour ajouter plus de poids à ses paroles, elle n'hésita pas à dénigrer l'enfant qu'elle avait précédemment appelé son petit-fils. Je n'ai jamais voulu de ce bâtard. Qui sait s'il est le fils d'Ethan ou de quelqu'un d'autre? Je ne l'accepterai jamais comme petit-fils de la famille Thorne. Tu es notre seule belle-fille. En entendant cela, le calme d'Ava vacilla enfin, non pas par compassion, mais par un profond dégoût. L'effronterie et l'hypocrisie de cette femme dépassaient son imagination. Elle leva les yeux, fixant directement les yeux de Madame Thorne remplis de fausses larmes. Madame Thorne, avez-vous terminé votre performance? Dit-elle d'une voix glaciale et distante. Le mot « Madame » fit geler le sourire de Madame Thorne. Cette adresse marquait une barrière infranchissable. Ava continua sans émotion. C'est vous qui m'avez appelé plus tôt pour me dire que je devais être compréhensive avec votre fils et votre petit-fils pour le bien de tous. Maintenant, vous êtes assises ici à les insulter, les traitant de garces et de bâtards. Ne trouvez-vous pas vos paroles contradictoires et ridicules? Le visage de Madame Thorne pâlit, incapable d'articuler un mot. Ava se leva. Son regard était complètement glacial. Ma relation avec Ethan Thorne est terminée. Je ne retirerai jamais la demande de divorce, et je n'ai aucun intérêt à retourner dans votre famille calculatrice. Je vous demande de ne plus me déranger à partir de maintenant. Elle se tourna vers la gouvernante. Madame Jenkins, veuillez raccompagner l'invité à la sortie. Madame Thorne était abasourdie, incapable de croire qu'elle était chassée d'une manière si humiliante. Elle essaya de protester, mais en voyant le regard déterminé et froid d'Ava, les mots lui restèrent dans la gorge. Elle comprit qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. La gouvernante s'approcha, courtoise mais ferme. Madame Thorne, s'il vous plaît, par ici. Madame Thorne se leva en chancelant et fut conduite à la porte, humiliée. La porte du manoir se referma derrière elle, comme un point final à tous ses vains espoirs. Depuis le jour où il fut expulsé du manoir d'Ava, Ethan Thorne devint une personne différente. Il avait perdu l'air de confiance et d'arrogance de l'architecte à succès et ne se sentait plus d'humeur à jouer le rôle du mari affectueux ou du père modèle. Il passait la plupart de son temps enfermé dans son bureau, ignorant les coups d'une Chelsea inquiète à la porte, entourée de piles de documents en désordre, mais ce n'étaient pas des plans d'architecture, mais des informations qu'il avait recueillies sur la marque Crimson Thread, sur les biens immobiliers d'Ava, sur l'avocate Carraride. Plus il enquêtait, plus il se sentait désespéré. Tout était construit comme une forteresse imprenable et sans faille. L'impuissance se transforma en irritabilité, et il commença à déverser sa frustration sur tout ce qui l'entourait. Les pleurs du petit Jack le dérangeaient. La nourriture que Chelsea cuisinait le dégoûtait. L'appartement, autrefois symbole de son succès, lui semblait maintenant une cage suffocante. Chelsea, bien sûr, remarqua le changement. La tendresse et l'affection d'Ethan avaient disparu, remplacées par des paroles dures et une attitude froide. Elle se sentait en insécurité. Son rêve de devenir Madame Thorne, la propriétaire d'une riche famille, semblait de plus en plus lointain. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose pour consolider sa position. Ce soir-là, après avoir couché Jack, Chelsea enfila une nuisette en soie séduisante, versa un verre de vin rouge et entra dans le bureau. « Chérie, ne travaille pas si tard. Ça va te faire du mal. »
Ethan ne leva pas les yeux, grogna seulement. Chelsea posa le verre sur la table, enroula ses bras autour de son cou par derrière et murmura, « Regarde, le divorce avec elle est presque terminé. Et si nous allions voir des endroits pour notre mariage ce week-end ? Mon père m'a même demandé. Il dit qu'il veut m'offrir un grand mariage. » Le mot « mariage » fut comme une allumette dans la poudrière sur le point d'exploser à l'intérieur d'Ethan. Il repoussa brusquement ses mains et se leva d'un bond, les yeux injectés de sang. « Mariage ? Es-tu folle ? Comment peux-tu penser à des mariages en ce moment ? » Chelsea recula, surprise, l'air offensé. « Et pourquoi pas ? Mon fils et moi avons aussi besoin d'une reconnaissance officielle, n'est-ce pas ? Ou as-tu l'intention que nous vivions pour toujours sans statut légal ? » Ethan laissa échapper un rire amer plein de sarcasme. « Statut ? Tu ne penses qu'au statut ? Sais-tu ce que nous avons perdu ? Une fortune entière. Une vie dont nous aurions pu profiter pour toujours. Et tout est de ta faute. Sans toi et cet enfant, les choses n'en seraient pas arrivées là. » Chelsea était abasourdie, les larmes lui montant aux yeux. « Ma faute, Ethan. Comment peux-tu dire ça ? À San Francisco, qui m'a juré un amour éternel, qui a dit qu'il en avait marre de sa femme simpliste, et maintenant tu me rejettes toute la faute ? » La dispute éclata. Pour la première fois, toute leur frustration, calcul et égoïsme furent jetés à la figure de l'autre. « Si j'avais su à quel point elle était riche, j'aurais été fou de la quitter pour toi, » rugit Ethan. « Tu crois que je ne sais pas ce que tu penses, » cria-t-elle. « Tu regrettes de ne pas t'être accroché à cette mine d'or. Tu me méprises parce que je ne t'apporte pas les mêmes avantages qu'elle. » Ethan Thorne. Tu n'es qu'un chercheur d'or. Bruit de verre brisé. Ethan balaya le verre de vin de la table. Il s'écrasa sur le sol et le vin rouge éclaboussa le tapis beige comme des taches de sang. L'atmosphère dans la pièce devint glaciale. Ils se regardèrent avec hostilité, comme deux étrangers. La relation construite sur la trahison et le calcul montra enfin sa première fissure profonde et irréparable. Ils n'étaient plus des alliés du même côté, mais deux personnes égoïstes essayant de sauver leurs propres intérêts sur un navire en train de couler. Alors que le monde extérieur était plongé dans le chaos, Ava Sterling ne s'en souciait pas du tout. Après s'être débarrassée des personnes gênantes, elle consacra tout son esprit et son énergie au travail. Le projet du Sterling Center exigeait une créativité et un investissement énormes, mais cela ne faisait que l'exciter davantage. Cependant, outre ce projet commercial, Ava avait toujours nourri un autre plan, né de son amour pour l'art de la broderie. Lors d'une réunion avec l'équipe de direction de Crimson Thread, elle annonça officiellement le nouveau projet. Le grand écran de la salle de réunion montrait des images d'une vieille ville au bord d'une rivière avec des toits couverts de mousse et des murs blancs tachés par le temps. L'endroit paraissait paisible, mais il dégageait aussi un sentiment d'abandon. Voici le quartier des tisserands de Blue Ridge, une communauté textile historique près d'Asheville, en Caroline du Nord, dit Ava d'une voix claire et passionnée. C'était autrefois l'un des centres les plus célèbres pour la production de soie et la broderie à la main dans le pays. Mais avec l'industrialisation, l'artisanat a disparu. Aujourd'hui, il ne reste que quelques artisans âgés, s'accrochant à leur art, vivant avec de grandes difficultés. Elle fit une pause, regardant tout le monde dans la pièce. Crimson Thread existe aujourd'hui grâce à l'essence de l'art de la broderie traditionnelle. Nous ne pouvons pas simplement recevoir sans rien donner en retour. C'est pourquoi j'ai décidé que l'entreprise investirait tous les bénéfices de cette année pour lancer le projet Phoenix Renaissant. Tout le monde dans la pièce écoutait en silence. Nous allons restaurer le quartier des tisserands de Blue Ridge. Nous réparerons les ateliers, moderniserons l'équipement, inviterons des maîtres artisans à enseigner et ouvrirons des cours de formation gratuits pour les nouvelles générations. Nous transformerons cet endroit non seulement en un centre de production, mais aussi en un centre de préservation culturelle et de tourisme expérientiel. Nous redonnerons à l'art de la broderie sur soie son âge d'or. Le plan d'Ava n'était pas une démarche commerciale, mais un désir profond. Elle voulait utiliser sa propre force pour protéger les valeurs culturelles qui se perdaient. Immédiatement après, des informations sur le projet se répandirent dans les médias. Avec la renommée de Crimson Thread, le projet Phoenix Renaissant reçut un fort soutien du public et du gouvernement. Tout le monde salua l'initiative comme un acte significatif, démontrant la responsabilité sociale d'une grande entreprise. L'image de Crimson Thread et d'Ava Sterling grandit encore aux yeux du public. Ava n'avait aucune idée que ce geste sincère deviendrait involontairement un coup fatal pour les plans de la famille d'Ethan et de Chelsea.
À ce moment-là, dans les bureaux d'une entreprise de construction, le père de Chelsea frappa la table de fureur. Maudite soit cette femme, Ava Sterling. Devant lui se trouvait Ethan avec un visage pâle. Ils avaient le journal économique devant eux avec la nouvelle du projet de Crimson Trade en première page. Sais-tu où se trouve ce quartier de Tisserand, siffla le père de Chelsea. Juste à côté du terrain que nous avons eu tant de mal à préparer pour l'expropriation afin de construire notre complexe touristique. Maintenant, le gouvernement a approuvé son projet de préservation culturelle, le considérant comme un patrimoine protégé. Notre plan d'expropriation est tombé à l'eau. Tout l'investissement initial risque d'être perdu. Un frisson parcourut l'échine d'Ethan. Ce complexe touristique était un projet massif. Son opportunité de relancer sa carrière après ses récents échecs. Il y avait mis toute son énergie et ses contacts. Chelsea, qui était également là, bégaya. Papa, peut-être que c'est juste une coïncidence. Coïncidence ? Son père rit amèrement. Comme tu es naïve. Dans ce monde, il n'y a pas de telle coïncidence. Cette femme nous vise clairement. Elle veut nous couper toutes nos voies de sortie. Ethan serra le poing si fort que les veines ressortirent sur le dos de ses mains. Il ne croyait pas que c'était une coïncidence. Il croyait que c'était une vengeance parfaitement calculée de la part d'Ava. Elle ne voulait pas seulement le divorce et ses biens, elle voulait complètement détruire sa carrière et son avenir. La peur et la haine s'entremêlèrent, se transformant en une paranoïa toxique. Il regarda Chelsea avec méfiance. Était-elle au courant de ce projet à l'avance ? Je ne sais pas, balbutia Chelsea. Elle a joué une carte très sale, rugit Ethan. Nous sommes complètement à sa merci. Ava, dans son studio de design, dessinait méticuleusement les premiers détails du futur village de la soie. Elle n'avait aucune idée qu'un acte né de son cœur avait involontairement poussé ceux qui l'avaient trahi au bord du gouffre. Ce coup, sans aucun calcul, était le plus magistral de tous. Un malheur n'arrive jamais seul. Cette phrase n'avait jamais été aussi vraie pour Ethan qu'à ce moment-là. Alors que lui et la famille de Chelsea cherchaient encore une issue pour leur projet touristique bloqué, une autre bombe explosa, anéantissant leurs derniers espoirs. Le projet de la tour commerciale transpacifique à San Francisco, l'œuvre architecturale qui avait été sa plus grande fierté, le billet qu'il avait catapulté au sommet, fut mêlé à un scandale majeur. Tout a commencé par un message anonyme sur un forum d'architecture, accompagné d'images détaillées et d'une analyse vidéo. Le message dénonçait que le bâtiment fraîchement achevé présentait déjà de graves fissures dans la structure des poutres et des fondations. L'auteur, qui s'identifiait comme un ingénieur civil consciencieux, soulignait que les matériaux utilisés, en particulier l'acier et le ciment, avaient des spécifications techniques bien inférieures à la conception standard. En bref, un détournement de fonds en règle. La nouvelle, qui ne circulait initialement que dans les cercles professionnels, devint rapidement une tempête médiatique grâce aux réseaux sociaux. Les grands journaux reprirent l'affaire. L'image du gratte-ciel étincelant, la fierté de San Francisco, était désormais associée à des mots terrifiants, mauvaise qualité, construction frauduleuse, bombe à retardement. Le promoteur et l'entreprise de construction du père de Chelsea furent immédiatement mis en examen par les autorités et l'ensemble du projet fut arrêté. En tant qu'architecte principal responsable de la conception et de la supervision des travaux, Ethan devint la cible de toutes les critiques. La réputation qu'il avait mis tant de mal à construire s'effondra du jour au lendemain. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Appels de journalistes, d'associés annulant des contrats, de clients ayant acheté des espaces commerciaux dans le bâtiment exigeant des dédommagements. Il était assis dans son bureau, les yeux perdus, fixant les titres sensationnels sur l'écran de l'ordinateur. Impossible. Impossible, murmura-t-il. J'ai mis tant d'efforts dans cette conception. J'ai passé tant de nuits sur le chantier. Comment une chose pareille a-t-elle pu arriver ? Juste à ce moment-là, le père de Chelsea appela. Sa voix à l'autre bout du fil ressemblait au rugissement d'une bête blessée. Ethan, espèce de scélérat. Quel genre de conception as-tu fait pour que cela arrive ? Tu nous as ruinés. Ethan, comme se réveillant, cria en retour. Ce n'est pas ma faute. Ma conception n'a aucun problème. C'est la faute de votre entreprise. Vous avez dû changer les matériaux pour voler de l'argent. Ne me raconte pas d'histoire. L'autre rit amèrement. Tout a été fait selon tes plans. Tu es l'architecte principal. Tu es responsable.
L'alliance construite sur l'intérêt s'était complètement effondrée. Il se rejetait frénétiquement la faute, essayant de sortir de la boue. En raccrochant, Ethan haletait, tremblant. Il se sentait acculé, entouré de ténèbres sans issue. Au milieu de la panique et du désespoir, son esprit s'accrocha à un seul nom. Ava Sterling. Ce devait être elle. La paranoïa toxique s'empara de lui. Le timing était trop parfait. D'abord le complexe touristique, maintenant le bâtiment de San Francisco. Tout ce qui le concernait s'effondrait. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Elle devait avoir engagé quelqu'un pour enquêter, trouver ses points faibles et divulguer les informations pour le couler. Elle voulait se venger. Elle ne voulait pas seulement le divorce. Elle voulait détruire tout ce qu'il avait, le traîner dans la boue pour qu'il ne puisse plus jamais se relever. Cette pensée, comme un serpent venimeux, s'enroula autour de son cœur. Il ne voyait plus Ava comme l'ex-femme digne de pitié, mais comme une ennemie dangereuse, une femme à l'esprit tordu et terrifiant, tirant les ficelles dans l'ombre. Son visage se tordit, déformé par la haine et la peur absolue. Le monde d'Ethan était englouti par la tempête, mais la vie d'Ava Sterling était étonnamment calme. Elle consacrait la plupart de son temps à son studio de design ou visitait des bibliothèques et des musées à la recherche de matériel et d'inspiration pour le projet du Sterling Center. Cet après-midi-là, elle se rendit à l'hôpital international de New York. Ce n'était pas un endroit où elle aimait aller, mais elle ne pouvait l'éviter. M. Harrison, un maître âgé de la broderie sur soie et son premier mentor, y était hospitalisé après avoir subi un léger accident vasculaire cérébral. Après lui avoir rendu visite dans sa chambre, discuté avec lui et s'être assuré qu'il se reposait, Ava partit. En chemin vers l'ascenseur, elle passa devant l'aile pédiatrique. Son intention était de continuer tout droit, mais les pleurs inconsolables d'un enfant firent inconsciemment s'arrêter ses pas. Dans la salle d'attente, devant un cabinet de consultation, une silhouette familière attira son attention. C'était Chelsea Miller. Elle n'avait plus l'air éblouissant et hautain de leur première rencontre. Elle portait des vêtements simples, un peu usés, et ses cheveux étaient en désordre. Son visage, sans maquillage, paraissait pâle et épuisé. Dans ses bras se trouvait le petit Jake. Le garçon pleurait bruyamment, son visage rouge à cause d'une forte fièvre. Chelsea semblait complètement perdue et angoissée, berçant l'enfant tout en regardant constamment la porte de la consultation. Ava resta dans un coin discret, observant. Une sensation complexe et difficile à décrire l'envahit. Elle ne ressentit ni jubilation ni joie de voir la situation de sa rivale. En voyant Chelsea se débattre avec son enfant malade, elle ne voyait plus l'image de la maîtresse détestable, mais celle d'une mère impuissante et inquiète, et cet enfant était complètement innocent. Ses pleurs n'avaient aucune fausseté ni calcul. C'était simplement la douleur d'un petit corps. Il ne méritait pas de subir les conséquences des erreurs des adultes. Une pointe d'amertume la traversa. Elle n'était pas une sainte. Elle ne pouvait pas pardonner ce qu'il lui avait fait. Mais à ce moment-là, en voyant l'enfant pleurer de douleur, elle ne pouvait ressentir de haine. C'était une pure compassion qui transcendait toute rancune personnelle. Elle n'avait aucune intention de s'approcher. Elle observa simplement de loin puis se tourna pour partir. Ses affaires ne la concernaient plus. Au moment où elle se retourna, elle heurta quelqu'un. « Excusez-moi », dit-elle précipitamment en levant les yeux. La personne en face d'elle la surprit un peu. C'était Richard Monroe. Il sembla également surpris mais sourit rapidement avec courtoisie. « Mademoiselle Sterling, quelle coïncidence !» Ava hocha légèrement la tête. « Bonjour, monsieur Monroe. Je suis venu rendre visite à un ami de mon père, » expliqua-t-il brièvement. Puis son regard perspicace se posa sur son visage. « Est-ce que tout va bien ? Vous n'avez pas l'air bien. » Il ne regarda pas vers l'endroit où se trouvait Chelsea. Son attention était concentrée sur elle. Cette délicatesse mit Ava à l'aise. Elle secoua la tête, essayant de forcer un sourire. Ce n'est rien, juste un vieux souvenir. Richard ne posa pas d'autres questions. Il savait où s'arrêter. Il la regarda simplement profondément et dit soudain quelque chose d'apparemment sans rapport. L'art a besoin d'inspiration. Ne laissez pas de mauvais souvenirs l'obscurcir. Ces mots n'étaient pas un réconfort vide. Ils étaient comme un rappel d'une âme sœur, quelqu'un qui comprenait vraiment son monde intérieur. Il ne la voyait pas comme une femme impliquée dans un divorce, mais comme une artiste dont l'espace créatif devait être protégé. Un courant chaud traversa le cœur d'Ava.
Il y avait longtemps qu'elle ne s'était pas sentie si comprise. « Merci », dit-elle. Cette fois, son sourire était beaucoup plus sincère. Elle lui dit au revoir et se dirigea vers l'ascenseur. L'image de l'enfant qui pleure et de la mère épuisée la hantait encore. Mais les mots de Richard étaient comme une brise fraîche, dispersant doucement les nuages sombres et l'aidant à trouver la paix intérieure. Son chemin était la création artistique. Les vieilles affaires devaient être laissées derrière elle. Le scandale de San Francisco et la stagnation du projet touristique avaient mis Ethan à ses limites. Cependant, il nourrissait encore un dernier espoir. Dans le divorce, il essaierait de prouver qu'une partie des biens d'Ava avait été constituée pendant le mariage pour obtenir un capital et recommencer. Il ne savait pas qu'un véritable tsunami se formait tranquillement là où il s'y attendait le moins, sur le point de tout balayer. Au cabinet d'avocat Kara Reed, l'atmosphère était d'une tension maximale. Son équipe comprenait non seulement d'excellents avocats, mais aussi les meilleurs experts en enquête financière et en comptabilité judiciaire. Au départ, leur objectif était simplement de recueillir des preuves d'infidélité et de définir clairement les biens d'Ava pour protéger ses intérêts dans le divorce. Mais en enquêtant plus avant sur les revenus d'Ethan pour la division des biens matrimoniaux, un expert de l'équipe découvrit une anomalie. Le jeune analyste financier pointa un diagramme complexe de flux de trésorerie sur le grand écran. « Kara, regarde ça. Voici le salaire officiel et les bonus qu'Ethan Thorne a reçus pour le projet de San Francisco. » Le chiffre est élevé mais raisonnable. Cependant, en suivant les transactions liées à l'entreprise de construction du père de Chelsea, nous avons trouvé des dépenses inhabituelles. Il zooma sur une série de transactions. Une énorme quantité de capital du projet avait été transférée à plusieurs sociétés de fournisseurs de matériaux de construction. Le plus suspect était que ces sociétés avaient été créées juste avant le début du projet. Elles n'avaient aucun historique d'activité et leurs adresses fiscales étaient vagues. Kara plissa les yeux. Son instinct professionnel lui dit immédiatement que quelque chose n'allait pas, continue. L'expert hocha la tête. Après avoir reçu l'argent, ces sociétés fantômes ont transféré la quasi-totalité, après déduction d'une petite partie, à des dizaines de comptes personnels différents par le biais de multiples petites transactions pour éviter d'attirer l'attention. Il nous a fallu beaucoup de temps pour suivre la piste de cet argent. Il fit une pause, prit une profonde inspiration et pointa un nom sur l'écran. Et finalement, une partie considérable de cet argent s'est retrouvée dans un compte offshore. Le titulaire de ce compte est Ethan Thorne. Toute la pièce se tut. Tout le monde comprit la gravité de l'affaire. Ce n'était plus une simple affaire de divorce civil. C'était une affaire de crime économique organisé, de détournement de fonds, d'abus de biens sociaux, de blanchiment d'argent. N'importe lequel de ces crimes était suffisant pour envoyer Ethan et le père de Chelsea en prison. Maintenant, tout avait un sens. La carrière fulgurante d'Ethan, sa vie luxueuse à San Francisco ne provenait pas uniquement de son talent d'architecte. Elles avaient été construites avec de l'argent illégal. Il n'était pas seulement un mari infidèle. C'était un criminel. Kara appela immédiatement Ava. Elle ne lui annonça pas la nouvelle par téléphone. Elle demanda une réunion en personne. Dans le luxueux salon du manoir, Ava lut en silence les documents que Kara lui tendit. Plus elle lisait, plus son visage devenait froid. Elle savait qu'Ethan était ambitieux, pragmatique, prêt à tout pour grimper. Mais elle n'aurait jamais imaginé qu'il puisse perdre toute décence, piétinant l'éthique, la profession et la loi de cette manière. Cette trahison était plus douloureuse que son infidélité. Elle ne tachait pas seulement leur amour, mais niait complètement l'intégrité de la personne en qui elle avait autrefois aveuglément confiance. Ava, dit Kara sérieusement, avec ses preuves, non seulement nous gagnons le divorce, mais nous pouvons déposer une plainte pénale directe. La décision t'appartient. Ava resta silencieuse un long moment. Son regard perdu dans la fenêtre où les derniers rayons de soleil s'estompaient. Elle n'était pas une personne qui aimait acculer les autres. Mais cette fois, l'affaire n'était plus une rancune personnelle. Elle affectait la sécurité de tout un bâtiment, la justice et la loi. Elle se tourna vers Kara, son regard désormais ferme. Kara, fais ce que la loi exige. Quiconque commet une erreur doit en assumer la responsabilité. C'était la dernière carte, le coup de grâce, qui mettrait fin à tout pour Ethan Thorne. Ethan reçut une nouvelle lettre du cabinet de Kara Reed. Cette fois, ce n'était ni une assignation ni une proposition de partage des biens. C'était un avertissement formel faisant allusion à des transactions financières irrégulières liées au projet de San Francisco,
accompagnée d'une copie floue de certains ordres de virement vers le compte offshore à son nom. La lettre ne menaçait pas explicitement de plainte, mais l'intimidation était sans équivoque. Au moment où il vit ces chiffres, Ethan sentit le monde s'effondrer. Une sueur froide coula le long de son dos. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable. C'est fini, pensa-t-il. Ava sait tout. Elle ne veut pas seulement l'argent. Elle veut me mettre en prison. Une panique absolue annula sa raison. Il sortit de son bureau comme un fou à la recherche de Chelsea. Il la trouva dans le salon en train de donner du yaourt au petit Jack. Ethan jeta le papier sur la table. Le bruit fit sursauter l'enfant qui éclata en sanglots. « Qu'est-ce que c'est ? Explique-moi. » Chelsea, surprise, calma l'enfant et ramassa le papier. Dès qu'elle vit les chiffres familiers, son visage pâlit. « Je ne sais rien, balbutia-t-elle en évitant son regard. Ethan perdit patience, la saisissant par les épaules et la secouant, presque en criant. « Ne fais plus semblant. Combien de temps vas-tu me tromper ? Ava sait tout. Elle a toutes les preuves. Elle va nous dénoncer. Nous irons en prison. Tu comprends ? » Le mot « prison » fut comme un poignard pour la plus grande peur de Chelsea. Son masque de fragilité et de victimisation se brisa enfin. Elle éclata en sanglots, mais cette fois, ce n'était pas un acte. C'était de la pure terreur. Elle s'effondra, tremblante, et avoua. C'était l'idée de mon père. Il a dit que le projet avait besoin de liquidités, que ce n'était qu'un prêt temporaire, que nous rembourserions plus tard. Ethan laissa échapper un rire maniaque. Un prêt. Utiliser des sociétés fantômes pour transférer de l'argent à l'étranger, c'est un prêt. Et pourquoi sur mon compte ? Parce que tu es l'architecte principal, sanglota Chelsea. Utiliser ton compte justifierait certaines dépenses. Mon père a dit que ce serait plus sûr. Je ne l'ai fait que pour notre bien. Elle leva son visage baigné de larmes, essayant de faire appel à son amour. Je voulais que nous ayons un avenir solide, donner à Jack la meilleure vie. Je considérais cet argent comme le nôtre, celui de la famille. Quand nous nous marierons, mon argent sera aussi le tien, n'est-ce pas ? Au lieu de le réconforter, ses paroles furent comme un seau d'eau froide. Il la relâcha, reculant, la regardant comme pour la première fois. En un instant, toutes les pièces détachées s'assemblèrent dans sa tête, formant une image complète et terrifiante. Son apparition à San Francisco, sa parfaite compréhension et sa tendresse, son amour inconditionnel, tout cela avait été une farce méticuleusement calculée. Il n'était pas l'amant qu'elle adorait. Il n'était qu'un outil, un pion précieux. Son titre d'architecte principal, sa signature et son compte bancaire étaient ce dont son père et elle avaient vraiment besoin. L'amour qu'il avait idéalisé, l'excuse pour sa propre trahison, s'avéra être une tromperie depuis le début. Ethan sentit une douleur aiguë dans sa poitrine. Il ne pouvait plus respirer. Il avait renoncé à une femme qu'il aimait vraiment. Une vie tranquille pour une illusion créée par lui-même et ses escrocs. Il s'affala sur le canapé, les yeux vides. Il avait tout perdu. Carrière, réputation, amour, et bientôt probablement sa liberté. Le drame dont il était l'un des principaux acteurs avait enfin atteint sa fin, et c'était lui qui allait payer le prix le plus élevé. L'appartement tomba dans un silence terrifiant après la dispute. Les pleurs du petit Jack avaient cessé. Chelsea le berçait dans la chambre, et on pouvait entendre ses sanglots de temps en temps. Ethan resta immobile sur le canapé, le regard fixé sur la tache de vin rouge maintenant sèche sur le tapis. Il se sentait comme un navire coulant lentement dans les profondeurs de l'océan, entouré uniquement de ténèbres froides. Carrière, réputation, argent, tout lui glissait entre les doigts. Et maintenant, même le prétendu amour et la nouvelle famille qu'il avait utilisée pour justifier sa trahison s'étaient révélés être une fraude flagrante. Il n'était qu'un pion, un outil. Chelsea sortit de la chambre. Ses yeux étaient gonflés, mais elle avait réussi à se calmer. Elle savait que ce n'était pas le moment de la confrontation. Le seul moyen de garder cet homme était de montrer de la vulnérabilité, d'utiliser sa dernière arme. Elle s'assit à côté de lui, sa voix faible et douce. « Chérie, je suis désolé. J'étais très en colère tout à l'heure et j'ai dit des choses que je ne pensais pas. Ne m'en veux pas. Ce n'est pas le moment de se disputer. Nous devons trouver une solution ensemble, n'est-ce pas ?» Ethan ne répondit pas. Chelsea continua, posant sa main sur la sienne, qui était glaciale.
Quoi qu'il arrive, nous avons toujours Jack. Notre fils est petit. Il a besoin de nous deux. Pour lui, surmontons cela ensemble, d'accord? Le mot « fil » fit trembler les paupières d'Ethan. Il se tourna lentement pour regarder la femme à côté de lui. Son visage était toujours beau, mais pour lui, il ne reflétait plus qu'une fausseté répulsive. Chaque mot qu'elle disait avait un but. Il retira sa main. Sa voix était froide. « M'aimes-tu vraiment ou veux-tu juste mon poste d'architecte principal ?» Chelsea se figea, l'air offensé. « Que dis-tu ? Bien sûr que je t'aime. » Ethan laissa échapper un rire amer, un sourire plus triste que des larmes. « Moi ou ce que je pouvais t'offrir, à toi et à ton père. » Le mépris dans son regard brisa la dernière limite de patience de Chelsea. Elle ne pouvait plus faire semblant. La peur et la colère éclatèrent, se transformant en paroles venimeuses et non filtrées. « Et si je ne t'aime pas ? Et si je le fais ? Ethan Thorne, regarde-toi. Que te reste-t-il maintenant ? Ta carrière est finie. Tu n'as pas d'argent et tu es sur le point d'aller en prison. Penses-tu que tu mérites encore d'être aimé ? » La dispute éclata de nouveau, cette fois plus férocement. Ils se lancèrent les mots les plus cruels. « Si j'avais su, je ne me serais jamais allié avec une femme comme toi, » rugit Ethan. « Tu le regrettes, n'est-ce pas ? Cria-t-elle, le visage déformé par la rage. Tu crois que j'ai passé un bon moment à devoir servir un type comme toi, et en plus, à devoir te donner un enfant ? Tu devrais te sentir chanceux d'avoir Jack et moi. Au comble de sa fureur, Chelsea laissa échapper une phrase qu'elle regretterait toute sa vie. Une phrase apparemment anodine, mais qui fut le coup de grâce pour le dernier point vulnérable d'Ethan. Elle rit amèrement, son ton plein de sarcasme. Sans cet enfant, tu crois que tu aurais une quelconque valeur pour nous ? Un éclair sembla frapper Ethan. Le monde autour de lui s'arrêta. Les cris, les pleurs, le bruit des objets qui se brisent, tout disparut dans sa tête. Seule la dernière phrase de Chelsea résonnait. Sans cet enfant, tu crois que tu aurais une quelconque valeur pour nous ? Valeur d'usage, l'enfant. Un soupçon terrible, une pensée qu'il n'avait jamais osé envisager auparavant, germa dans son esprit comme un monstre. Il se retourna lentement. Son regard ne montrait plus de colère, seulement une froideur terrifiante. Il regarda vers la chambre où dormait Jack, l'enfant dont il s'était vanté auprès de tout le monde, son fils, l'enfant qui portait son nom de famille, son héritier. Lui ressemblait-il vraiment, ou n'était-ce que son imagination ? Chelsea, voyant son expression, sentit un mauvais pressentiment. Elle réalisa son erreur et tenta de se corriger. « Non, je ne voulais pas dire ça. J'étais juste en colère et j'ai parlé sans réfléchir. » Mais Ethan ne l'entendait plus. Il se leva silencieusement sans dire un mot, alla à son bureau et ferma la porte à clé. Cette nuit-là, pendant que Chelsea et l'enfant dormaient, il se glissa furtivement dans la chambre. Il ne regarda pas l'enfant avec les yeux d'un père, mais avec ceux d'un enquêteur. Soigneusement, il recueillit quelques cheveux fins sur l'oreiller de l'enfant et les enveloppa dans un mouchoir propre. Puis, il arracha une mèche de ses propres cheveux. Il tenait les 2 échantillons dans sa main, son cœur battant la chamade. Il devait savoir la vérité. À tout prix, il devait connaître cette vérité finale. Les jours suivants se passèrent dans une atmosphère infernale. Ethan et Chelsea n'échangeaient pas un mot. Ils se déplaçaient dans la maison comme une ombre tandis qu'elle vivait dans la peur, n'osant pas demander ce qu'il avait fait cette nuit-là. Ethan passait la plupart de son temps devant l'ordinateur, non pas à travailler, mais à rafraîchir constamment sa messagerie personnelle. Il attendait le verdict final sur sa vie tragique. Il avait envoyé les 2 échantillons de cheveux à un prestigieux centre de test ADN par courrier anonyme. Il lui avait promis les résultats en 3 jours ouvrables par email. Chaque seconde d'attente était une torture. Il ne pouvait pas dormir. Il maigrissait à vue d'œil. Sa barbe poussait de manière incontrôlable. Il semblait avoir vieilli de 10 ans. Parfois, il regardait inconsciemment Jack jouer. Il essayait de trouver un trait familier sur le visage de l'enfant, quelque chose qui lui ressemblait. Mais plus il cherchait, plus il lui paraissait étranger. Son sourire, son regard, rien ne lui ressemblait. L'après-midi du 3e jour, alors qu'il était assis distraitement, une nouvelle notification de mail apparut à l'écran. Le cœur d'Ethan s'arrêta. Expéditeur, centre de génétique légale. Objet, résultat du test ADN.
Référence. Sa main tremblait alors qu'il déplaçait la souris vers l'email. Il prit une profonde inspiration, rassembla tout son courage et cliqua. Il y avait un fichier PDF en pièces jointes. Il l'ouvrit. Le rapport était présenté de manière scientifique et froide, une série de marqueurs génétiques, des termes techniques complexes qu'il ne comprenait pas, mais il n'avait pas besoin de les comprendre. Ses yeux se fixèrent sur la conclusion finale, en gras et soigneusement encadrée. Analyse et conclusion. Sur la base de l'analyse de 24 marqueurs génétiques STR, la comparaison entre l'échantillon du père présumé Ethan Thorne et l'échantillon de l'enfant Jake Miller montre des divergences dans 15 locus génétiques. Selon les normes d'identification génétique, nous arrivons à la conclusion suivante, l'échantillon du père présumé et celui de l'enfant ne présentent pas de relation biologique père-fils. Ne présentent pas de relation biologique. Ces quelques mots furent comme un coup de marteau sur la tête d'Ethan. À cet instant, son monde vola en éclats. Tous les sons disparurent. Il n'entendit pas la télévision du salon ni les rires de Jake. Il n'entendit que le rugissement d'aimant dans sa propre poitrine. Il avait perdu sa carrière, sa réputation, son argent. Il avait perdu la femme qu'il aimait vraiment. Et maintenant, il avait perdu la dernière chose à laquelle il s'accrochait, la fierté d'avoir un fils pour continuer sa lignée. Tout n'était qu'une farce, une pièce de théâtre parfaite dans laquelle il était à la fois la victime et un stupide acteur secondaire. Non seulement il l'avait trompé sur l'argent et l'amour, mais il l'avait fait élever l'enfant d'un autre homme. Cette humiliation était plus douloureuse que le divorce d'avec Ava, plus terrible que d'affronter la prison. Un rire sec et sinistre s'échappa de sa gorge. Il se mit à rire de plus en plus fort, de plus en plus maniaque. Il riait de sa propre stupidité, de l'effronterie de ceux qui l'avaient trompé, de sa vie misérable. Des larmes coulèrent de ses yeux, se mêlant à son rire sauvage. Il enfouit sa tête dans le clavier, ses larges épaules tremblant violemment. Il avait été autrefois au sommet. Il avait tout. Mais à cause d'une mauvaise décision, à cause de la cupidité et de l'égoïsme, il avait tout détruit de ses propres mains. Et maintenant, il ne lui restait rien. Absolument rien. L'effondrement d'Ethan Thorne fut plus rapide que quiconque aurait pu l'imaginer. Après le choc final sur la paternité de l'enfant, il devint une coquille vide. Il ne se disputait plus, ne criait plus. Il chassa Chelsea et l'enfant de l'appartement, non pas avec colère, mais avec un silence terrifiant. Il avait tout perdu. Le cabinet d'architecture le licencia pour éviter les problèmes. D'anciens partenaires lui tournèrent le dos. Ses amis l'évitaient. Ses comptes furent gelés. Il fit face à une avalanche de poursuites de la part du promoteur et des clients. L'appartement de luxe était sur le point d'être saisi par la banque. D'architecte talentueux au sommet de sa carrière, il plongea dans l'abîme sans filet de sécurité. Dans ses jours les plus sombres et les plus désespérés, quand ni l'alcool ni les cigarettes ne pouvaient soulager sa douleur, la seule image qui apparaissait dans son esprit était celle d'Ava. Pas l'Ava d'aujourd'hui, la brillante et inaccessible Crimson Thread, mais l'Ava du passé, l'épouse tendre et compréhensive qui était toujours à ses côtés dans les moments les plus difficiles. Elle était sa dernière paille. Avec ses dernières forces, il se rendit à son manoir. Il ne portait plus de costume coûteux, juste une chemise froissée et délavée, un pantalon négligé, une barbe de plusieurs jours, des cheveux en désordre et des yeux creux et injectés de sang. Il ressemblait à un mendiant. Il ne put même pas passer le portail. Le gardien de sécurité le regarda avec mépris et lui bloqua le passage. Il dut se tenir de l'autre côté de la rue, attendant en silence, espérant la voir. Il attendit du matin jusqu'à la tombée de la nuit. Lorsque les lampadaires commencèrent à s'allumer, la familière Bentley noire revint enfin. Quand la voiture s'arrêta au portail, il courut vers elle. Ava Sterling venait de sortir de la voiture. En voyant l'état d'Ethan, elle ne montra aucune surprise, comme si elle s'y attendait. Son regard était calme, sans la moindre altération. Le chauffeur et le gardien de sécurité tentèrent d'intervenir, mais Ava secoua la tête. Elle leur fit signe de s'écarter et regarda l'homme en face d'elle. « Que me veux-tu » Sa voix était distante et froide, comme si elle parlait à un parfait inconnu. Cette distance brisa le dernier vestige de fierté qu'il restait à Ethan. Il la regarda, aussi belle et élégante que jamais, puis se regarda dans le reflet de la voiture. Le contraste cruel l'écrasa complètement. Il ne dit rien. Simplement, lentement et délibérément, il s'agenouilla au milieu de la rue luxueuse, sous la lumière jaunâtre des lampadaires.
L'homme qui était autrefois l'incarnation de l'orgueil, pour la première fois de sa vie, plia le genou. Ses larmes tombèrent. Elles n'étaient plus fausses. C'étaient les larmes d'un homme vraiment vaincu. Ava, je suis désolé. Il commença à parler, sa voix brisée et étranglée par les sanglots. Je sais qu'il est tard, mais j'ai vraiment tout gâché. Il lui raconta tout. Comment il avait été utilisé par Chelsea et son père, les transactions illégales, comment il avait cru aveuglément en un faux amour et finalement, il avoua la vérité la plus douloureuse et la plus humiliante. L'enfant, cet enfant n'est pas mon fils. J'ai élevé l'enfant d'un autre homme. Ava, je suis un idiot. Un vrai clown. Il leva son visage trempé de larmes, la regardant avec un désespoir total, comme une bête blessée implorant la pitié. J'ai tout perdu. Ma carrière, ma réputation, mes amis, tout. Je vais aller en prison. Ava, je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande juste, pour les années où nous étions mariés. Aide-moi cette fois. Juste cette fois. Sauve-moi. Sa supplication résonna dans le silence, pathétique et faible. Il avait rejeté toute sa dignité dans le seul espoir de s'accrocher à une lueur d'espoir venant de la femme qu'il avait autrefois impitoyablement abandonnée. Ava Sterling resta là, debout en silence, écoutant chaque confession, chaque supplication d'Ethan. Le vent nocturne agitait doucement ses vêtements. Dans ses yeux, il n'y avait ni jubilation de vainqueur, ni pitié pour un perdant. Il n'y avait non plus aucune trace de haine, seulement un calme extraordinaire, comme la surface d'un lac après une tempête, plat et cristallin. L'homme agenouillé à ses pieds avait été autrefois son monde entier, mais maintenant, pour elle, il n'était rien de plus qu'un étranger digne de pitié, un souvenir fané. Elle parla lentement, sa voix claire et froide, dénuée d'émotion. « Lève-toi, Ethan. » Il la regarda, une lueur d'espoir dans les yeux. « Ava, tu. » Mais sa phrase suivante anéantit cet espoir. « Ta chute aujourd'hui n'est pas de mon fait. Je n'ai jamais eu l'intention de me venger de toi. » Elle le regarda droit dans les yeux, sa voix claire et articulée. « Tout ce que tu subis est la conséquence de ta propre cupidité et de tes propres choix. Tu as choisi de trahir. Tu as choisi la voie illégale. Tu as choisi de croire aux mensonges. Tu as toi-même détruit ta vie. Ne blâme personne d'autre. » Ethan resta sans voix. Ces mots n'étaient pas une condamnation émotionnelle, mais une vérité cruelle et objective. Elle ne le considérait même pas comme un rival digne de vengeance. Cette indifférence était plus douloureuse que 1000 insultes. Mais nos années ensemble, balbutia-t-il. Cette relation, dit doucement Ava, s'est terminée le jour où tu as amené une autre femme et son fils dans notre maison. Je ne t'aiderai pas, mais je ne te ferai pas de mal non plus. Laisse la justice s'en occuper. Quiconque commet une erreur doit en assumer la responsabilité. C'est juste. Sur ce, elle franchit le portail. La lourde porte en fer se referma lentement avec un grincement sec, comme une lame coupant le dernier fil qui les liait. Ethan resta agenouillé dans la rue déserte, une figure solitaire et pathétique. Il savait que tout était vraiment terminé. Une semaine plus tard, l'audience finale de leur divorce eut lieu. L'atmosphère dans la salle d'audience était solennelle et froide. Il n'y eut pas d'arguments dramatiques ni d'accusations larmoyantes. Tout se déroula rapidement et de manière ordonnée. Ava, en tant que plaignante, était assise le dos droit et le visage calme. Elle portait une élégante veste de tailleur beige. Ethan, en tant que défendeur, était hagard, les yeux vides comme une marionnette dont les fils avaient été coupés. Lorsque le juge déclara que, sur la base de preuves irréfutables, le divorce était prononcé, Ethan ne réagit pas. Ava reçut le décret de son avocate, signa les documents nécessaires d'un trait ferme et décidé. Une fois terminée, elle se leva et, sans même regarder Ethan, quitta la salle avec son avocate. La porte s'ouvrit, inondant le couloir de la lumière vive de midi. Ava plissa les yeux et prit une profonde inspiration d'air frais. Elle était complètement libre. Quoi qu'il arrive à Ethan à partir de ce moment, les peines qu'il devrait affronter n'avaient plus rien à voir avec elle. Un ciel immense s'ouvrait devant elle, attendant qu'elle déploie ses ailes. La justice peut être lente, mais elle n'est jamais absente. Le sort d'Ethan et de la famille Miller en était la preuve la plus claire. Après le divorce, les preuves de crimes financiers recueillies par l'équipe de Cara Reed furent officiellement remises aux autorités. Une enquête à grande échelle fut lancée. Le rideau couvrant leur sale conspiration tomba enfin. Face à des preuves irréfutables,
Ethan et le père de Chelsea ne purent plus se rejeter la faute. Ensemble, ils avaient créé un réseau de sociétés fantômes, falsifié des contrats et détourné une énorme quantité de fonds du projet de San Francisco. La presse, qui avait auparavant loué Ethan, se consacra désormais à exposer tous ces crimes et ceux de la famille Miller. Leurs photos apparurent en couverture avec des titres sensationnels. Architecte de génie ou super escroc. L'empire de la construction Miller s'effondre à cause de la cupidité. Devant le tribunal, Ethan s'effondra complètement, il admit tous ses crimes. Manquant de force pour se battre, pour détournement de fonds, blanchiment d'argent et délit contre l'aménagement du territoire, il reçut une peine exemplaire qui enterrerait les meilleures années de sa vie derrière les barreaux. Le père de Chelsea, en tant que cerveau, fit face à une peine similaire. L'entreprise de construction qu'il avait bâtie tout au long de sa vie déclara faillite, et tous ses biens furent saisis pour payer des dédommagements. Quant à Chelsea Miller, bien qu'elle n'ait pas directement participé au crime, son rôle de complice, de dissimulatrice et de bénéficiaire ne l'exempta pas de la justice. Au cours de l'enquête, une vérité encore plus scandaleuse éclata. Son véritable amant, le père biologique de Jake, était le directeur adjoint de l'entreprise de construction, un homme marié. Il s'avéra que Chelsea et son amant avaient tout planifié depuis le début. Ils avaient profité de la naïveté et de l'ambition d'Ethan, le transformant en pion parfait pour couvrir leurs relations illicites et en même temps en outil pour leurs affaires frauduleuses. L'amour qu'elle avait professé pour Ethan n'était qu'une farce calculée. Quand tout fut découvert, son amant s'enfuit à l'étranger, la laissant seule face aux conséquences. La puissante famille de cet homme utilisa son argent et son influence pour se dissocier, laissant Chelsea comme seule responsable. Sans argent, sa beauté fanée, et faisant face à une peine avec sursis et une énorme dette, Chelsea paya enfin le prix de ses intrigues et de son avarice. Le petit Jake, n'ayant personne pour s'occuper de lui, fut placé dans un centre des services sociaux. Pendant ce temps, Madame Thorne, la mère d'Ethan, en apprenant que son fils unique allait en prison et que ses biens s'étaient évaporés, ne put supporter le choc. Elle subit un grave accident vasculaire cérébral qui la laissa avec la moitié du corps paralysé, condamnée à passer ses derniers jours dans un hôpital sous les soins d'infirmières. Son rêve d'avoir un petit-fils héritier et une belle-fille riche pour la soutenir s'évanouit, ne laissant que douleur et regret dans une chambre d'hôpital froide. Chacun récolta ce qu'il avait semé. La spirale de cupidité, de trahison et de mensonge finit par s'autodétruire, restaurant la paix aux innocents. Quelques mois plus tard, lorsque le bruit de l'affaire s'était calmé, la vie d'Ava Sterling était revenue complètement à son orbite brillante et paisible. Elle ne s'intéressait plus aux nouvelles de ces gens. Pour elle, ils étaient devenus de parfaits étrangers, de la poussière que le vent avait emportée de sa vie. Elle consacra toute son énergie à ces deux grands projets, l'espace d'exposition du Sterling Center et la restauration du quartier des tisserands de Blue Ridge. Sous sa direction, le projet Phoenix Renaissant fut un succès inimaginable. Le quartier des tisserands renaquit de ses cendres. Les vieilles maisons furent restaurées, préservant leur charme d'origine. Les ateliers furent modernisés. Les vieux métiers à tisser résonnèrent à nouveau du cliquetis des aiguilles. Ava convainquit les derniers maîtres artisans de la ville de rester, leur offrant de bons salaires et un environnement de travail idéal pour qu'ils puissent transmettre leurs techniques presque perdues. Elle ouvrit des cours gratuits qui attirèrent de nombreux jeunes passionnés d'artisanat. La ville ne devint pas seulement un centre de production exclusif pour Crimson Thread, mais aussi une destination attrayante pour le tourisme culturel. Le projet n'apporta pas seulement des avantages économiques, mais surtout, il redonna vie à une valeur culturelle au bord de l'extinction. La réputation de Crimson Thread atteignit un nouveau niveau. Pas seulement une marque de luxe, mais une marque avec une conscience et une profonde valeur humaine. L'Ava d'aujourd'hui s'était complètement transformée. Elle n'était plus la femme au foyer confinée à la cuisine, ni la femme de fer toujours sur la défensive. Elle avait trouvé l'équilibre parfait dans son travail. Elle était une dirigeante déterminée, une artiste créative. En dehors du travail, elle était redevenue elle-même. Elle consacrait du temps à la lecture, à prendre le thé, à arranger des fleurs. Elle voyageait seule vers des endroits lointains, des rocheuses aux villes côtières de la Caroline du Sud, cherchant l'inspiration et enrichissant son âme. Elle menait une vie libre et épanouie, sans attache. Elle ne cherchait pas de nouvelles relations, ni ne craignait la solitude. Elle réalisa que le vrai bonheur ne venait pas d'un homme, mais de la plénitude et de la paix de son propre esprit. Elle s'était trouvée, une version meilleure, plus forte et plus heureuse que jamais. L'automne à Charleston, en Caroline du Sud, est aussi beau qu'une aquarelle.
Les feuilles dorées des magnolias tombent doucement sur les vieilles cours. Les arches complexes en fer forgé se reflètent dans les fontaines sereines. Ava Sterling était là pour un voyage qui combinait la supervision d'un projet artisanal et la recherche d'inspiration pour sa prochaine collection. Après avoir terminé son travail, elle s'offrit un après-midi tranquille à flâner dans le quartier historique de The Battery, l'une des zones riveraines les plus célèbres du Sud. Elle portait une longue robe en soie bleu ciel, les cheveux lâchés, et un vieil appareil photo argentique à la main. Elle évitait les foules, choisissant les sentiers les plus isolés, sentant l'harmonie délicate entre l'architecture, la végétation et l'eau. Alors qu'elle se tenait sur un petit pont, regardant les poissons colorés dans un étang, une voix chaude et familière retentit derrière elle. Si je ne me trompe pas, c'est ainsi qu'un véritable artiste trouve l'inspiration. Ava se retourna. Une légère surprise apparut dans ses yeux. À quelques pas de là, souriant doucement, se tenait Richard Monroe. Il ne portait pas de costume d'affaires, mais une veste gris clair et un pantalon décontracté. Il ressemblait moins au PDG d'un grand groupe et était plus accessible et détendu. Mademoiselle Sterling, quelle coïncidence. Êtes-vous aussi à Charleston? Richard s'approcha et s'appuya sur la balustrade à côté d'elle. J'ai un projet d'hôtel-boutique d'art ici. Je viens de temps en temps pour le superviser et aussi pour échapper à l'agitation de New York. Il semble que nous partagions les mêmes passe-temps. Ils ne dirent rien de plus, contemplant simplement la scène en silence. Mais ce n'était pas un silence gênant, bien au contraire. Il semblait que tous deux comprenaient et respectaient l'espace de l'autre. Un instant plus tard, Richard rompit le silence. Votre projet dans le district de Blue Ridge. J'en ai entendu parler. Un travail très significatif. Vous n'êtes pas seulement une artiste talentueuse, mais aussi une personne au grand cœur. Ava secoua la tête. Je fais juste ce que je pense être juste. L'art de la broderie m'a tout donné. Je devais faire quelque chose pour rendre l'appareil à ses racines. Ils commencèrent à flâner ensemble à travers les sentiers sinueux et les jardins bien entretenus. Leur conversation ne tournait pas autour des affaires ou des contrats de plusieurs millions de dollars. Ils parlèrent de l'architecture du Sud, de la signification des tuiles colorées, de la façon dont la lumière et l'ombre changeaient sur l'eau tout au long de la journée. Richard possédait une connaissance approfondie de la culture et de l'art. Ses interprétations étaient toujours fraîches et fascinantes, et Ava, avec son œil d'artiste, voyait la beauté subtile, les émotions cachées dans chaque coin qu'une personne ordinaire pourrait ignorer. Ils étaient deux âmes sœurs qui trouvaient l'une en l'autre une compréhension et une résonance qui n'avaient pas besoin de beaucoup de mots. En passant devant une salle de tapisserie, Richard s'arrêta devant l'une d'elles représentant un lion, un aigle et un cerf, symbole de noblesse et de force. Il regarda Ava, son regard profond et sincère. En vous voyant aujourd'hui, je comprends vraiment le sens du mot élégance. Elle ne vient pas des vêtements de créateur ou des bijoux coûteux. Elle vient de la force après avoir surmonté la tempête, de la paix après avoir lâché prise sur le ressentiment. Mademoiselle Sterling, je vous admire profondément. Ces mots n'étaient pas une flatterie vide. C'était une reconnaissance, un respect qui venait du cœur. Pour la première fois, un homme voyait à travers son intérieur et l'admirait, non pas pour être la riche Crimson Thread, mais simplement pour être Ava Sterling. Une sensation chaude et douce se répandit dans le cœur d'Ava. Elle sourit légèrement, un sourire vraiment radieux, aussi clair que le dimanche d'automne. Merci, monsieur Monroe. Ils ne parlèrent pas de l'avenir, ni ne firent de promesses. C'était juste un après-midi à flâner ensemble, à partager des pensées sur l'art et la vie, mais une étincelle délicate, construite sur les fondations de la compréhension et du respect, semblait s'allumer dans l'atmosphère calme et ancienne des jardins de Charleston. Ava Sterling retourna à son manoir de New York un après-midi de week-end. La lumière dorée du coucher de soleil filtrait à travers la grande fenêtre, teintant tout l'espace. Elle prépara une théière de thé au jasmin, son arôme pur remplissant la pièce. Elle se tenait près de la fenêtre avec la tasse chaude à la main, contemplant silencieusement la ligne d'horizon de la ville. Les gratte-ciels se dressaient toujours fièrement. Le trafic coulait sans cesse. New York était toujours aussi vibrante et animée que jamais, mais la perspective de l'observatrice avait complètement changé. Dans son esprit, il n'y avait plus d'image d'Ethan ou de Chelsea. Ces gens, ces histoires étaient vraiment devenues le passé, comme un cauchemar qui, bien qu'il laisse des cicatrices, ne cause plus de douleur. Elle avait appris à pardonner, non pas à eux, mais à elle-même, pour avancer légèrement. Une pensée fugace de l'après-midi à Charleston, de l'homme au regard profond et à l'âme sœur,
dessina un léger sourire sur ses lèvres. C'était une belle rencontre, une possibilité future, mais elle n'attendait rien et n'était pas pressée. Son bonheur ne dépendait plus d'avoir un homme à ses côtés. Elle posa la tasse et monta au 3e étage, dans son atelier privé. L'espace était toujours bien rangé et calme. L'odeur de la soie neuve et du bois de santal se mêlait, créant une atmosphère qui apaisait son âme. Elle s'approcha d'un chevalet vide où reposait un cadre en bois de poirier préparé. Elle ne choisit pas de soie de couleur vive, mais sortit un morceau de soie blanche immaculée de la plus haute qualité, aussi douce et lisse que la peau d'un bébé. De ses longues mains fines, elle tendit soigneusement le tissu sur le cadre. Chaque mouvement était expert et concentré. Le tissu blanc devint parfaitement lisse sans un seul pli, comme une page blanche attendant qu'une nouvelle histoire soit écrite. Elle s'assit et ouvrit sa boîte de fils à broder, des centaines de bobines de soie de toutes les nuances imaginables, soigneusement rangées et brillant sous la lumière. Elle n'était pas pressée de choisir. Elle les observait simplement en silence alors que des idées et des lignes commençaient à se former dans son esprit. Que allait-elle broder sur ce tissu? Un phénix de feu s'élevant, symbole de sa renaissance, un magnolia blanc pur, symbole de paix intérieure, ou un paysage majestueux de montagnes et de rivières, symbole de sa liberté. Elle ne le savait pas, et elle n'avait pas besoin de décider à ce moment-là. Sa vie maintenant était comme ce tissu blanc. La forme et la couleur que prendrait l'avenir dépendaient entièrement de son choix, de ses propres mains. Elle choisit une bobine de fil bleu turquoise, la couleur de l'espoir et des nouveaux départs. De ses doigts agiles, elle enfila l'aiguille d'argent. Sous la lumière jaune et chaude, Ava se pencha, le dos droit et le regard concentré. Elle plongea le premier point dans la soie blanche pure. Un point, puis un autre. Lent, ferme et plein de confiance. Elle brodait la tapisserie de son propre avenir de ses propres mains. Un avenir brillant, libre et autodéterminé.